Bien, chers collègues, bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Crotoni, je suis le vice-président délégué au numérique de l'Université Jean Monnet. Et alors, je vais être très rapide dans mon introduction, parce que, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas très à l'aise lorsque je dois parler en public autre qu'un public d'étudiants, je suis plus, ou entre guillemets, de chercheurs dans mon domaine, c'est-à-dire l'informatique. Mais voilà. Je pense que c'est aussi important de laisser place aux réels acteurs de ce séminaire. Donc je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir au sein de la maison de l'université Jean Monnet, donc pour la restitution du séminaire Interu 2019. Donc ce séminaire a été l'occasion pour nos universités de continuer à tisser des liens qui sont déjà forts. Et nous sommes collectivement convaincus que ces temps d'échange entre nos établissements qui partagent les mêmes problématiques sont nécessaires. Alors globalement, ce que je veux dire, c'est que actuellement, nos universités sont en train de tisser des liens. Alors c'est valable depuis de nombreuses années, et le fait de tisser des liens de plus en plus forts, c'est très important. C'est très important parce que nous avons plusieurs challenges que nous allons devoir surmonter. Les challenges, comme je vous l'ai dit, sont nombreux. Ça peut être des projets. Ça peut être des projets, par exemple, comme Cursus Plus, qui nous occupe tous. Et à l'intérieur de ces projets, eh bien, on va devoir aborder un certain nombre de problématiques, comme par exemple décloisonner les filières, modulariser l'ensemble de nos filières de licences et professionnaliser nos licences. Donc là, je prends l'exemple de Cursus Plus. Mais nous avons bien d'autres challenges que nous allons devoir résoudre, comme par exemple, là je parle pour Lyon 1 et pour l'Université Jean Monnet, la restructuration de la PACES et son changement de format, qui va nécessiter un certain nombre de changements, majeurs même, je dirais, pour nos différents établissements. On voit aussi qu'il y a des problématiques qui vont arriver très rapidement autour de la transformation de nos DUT, de nos licences pro, avec l'apparition de bachelor, universitaire technologique, je crois. Tout ça fait que, eh bien, nous sommes amenés à résoudre de très nombreuses problématiques, et ce n'est que collectivement que nous pourrons, eh bien, aborder l'ensemble de ces problèmes que nous allons devoir résoudre. Alors, le but de ce séminaire n'a pas été de résoudre directement ces problématiques. Ce n'était pas l'objectif de nos équipes respectives. Mais bien entendu, quand on regarde, et vous allez le voir au fil de cette restitution, les problématiques qui ont été abordées, clairement, on répond à certaines questions qui nous sont posées directement par soit des injonctions nationales, on a des nouvelles choses qui nous... je vais être familier, mais qui nous tombent dessus chaque mois, chaque semestre, avec des nouveaux règlements, des nouvelles choses à mettre en place. Donc clairement, là, grâce à ce type de séminaire, nous sommes à même à pouvoir répondre collectivement à certaines de ces injonctions. On voit bien qu'au niveau local aussi, un certain nombre de dispositifs changent et vont changer. Donc là aussi, clairement, ce type de séminaire qui a vocation de créer des réseaux, qui a vocation de faire que nos équipes se rencontrent et travaillent ensemble, va pouvoir nous aider grandement. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire en introduction, et je vais laisser aux réels acteurs de ce séminaire la parole. Merci beaucoup d'avoir introduit cette restitution, et merci à vous déjà de vous être déplacés jusqu'à Saint-Étienne, ou pour ceux qui étaient déjà présents, merci d'être là. On va faire un petit mot du coup on va présenter un peu le déroulement du séminaire, comment ça s'est passé au printemps. Je vais laisser Monsieur Bergeau présenter ça. Merci. Ce que je voulais dire à titre introductif, et je vais essayer aussi d'être court, donc Yann Bergeau, je me présente déjà, je suis sous-directeur TICA, donc TIS et audiovisuel à l'université Jean Moulin Lyon 3 au sein de la direction du numérique.
Pourquoi cet événement? Finalement, cet événement partit d'un constat qu'on a eu avec des réflexions qui ont été partagées avec les vice-présidents numériques des 4 universités, c'est que on laisse trop peu de temps à la réflexion et finalement on est beaucoup dans l'action parce que finalement on est sous des rythmes, des appels à projets, etc. Qui tombent régulièrement et donc on ne se laisse pas assez de temps à la réflexion. Bon, ça c'est un constat qu'on peut partager de façon assez générale dans l'enseignement supérieur puisque nos collègues enseignants-chercheurs aussi font ce même constat du manque de temps sur la réflexion. Et donc on avait proposé au fil des discussions, dans une réunion un peu informelle entre vice-présidents, d'organiser un événement qui permette de réunir l'ensemble des acteurs de notre communauté de l'enseignement supérieur sur le périmètre de l'université. Parce qu'on a des problématiques qui sont vraiment propres à l'université, telles que la massification, mais c'est pas la seule problématique. Et puis voilà, et c'est devenu un événement finalement, je trouve assez rare et assez unique dans le paysage français, où finalement on se laisse le temps de la réflexion sur 3 jours, on arrive à réunir l'ensemble des acteurs et finalement on donne une feuille blanche avec une thématique qui est bien évidemment discutée en amont entre vice-présidents. Et autour de cette thématique, après, sortent un certain nombre de projets, d'idées, en se donnant le droit à l'erreur aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas faisables, d'autres qui sont faisables. Et ceci pour alimenter la réflexion et après l'action, puisque finalement, on est soumis quand même à un rythme d'appel à projet assez régulier, qu'on a transformé en acronyme, parce que nous, en enseignement supérieur, on le sait bien tous, on aime bien les acronymes, on parle d'APP. Donc, souvent, le constat, c'est qu'on se retrouvait avec des APP, des appels à projet qui tombaient, avec des délais très très courts pour y répondre. Et finalement, on était toujours dans l'urgence et on ne prenait pas le temps de la réflexion. Là, c'est finalement pour s'outiller. Comme vous l'avez souligné aussi à titre introductif, c'est pour amener aussi à nos équipes à tisser des liens, à se connaître, puisque dans le domaine du numérique et de l'innovation, je suis persuadé que beaucoup de choses passent par le rapport humain. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se connaître, avant de pouvoir partager des choses ensemble. Donc voilà, alors comment ça s'est construit? Voilà, comme ça, sur une initiative, une discussion, un peu sur un coin de table, et puis après on a laissé la main aux acteurs qui ont proposé donc un déroulé sur 3 temps. 3 temps qui vous expliqueront et qui vous présenteront. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je voulais quand même saluer la qualité du travail et puis la qualité du travail des acteurs, de ceux qui ont pris en main ces séminaires et qui en ont fait au final quand même une très belle réussite. Peut-être qu'on n'arrive pas assez à communiquer sur cet événement, mais je trouve que c'est quand même une très très belle réussite. Et je le répète, c'est un moment assez rare et pour bien connaître le paysage universitaire français, je trouve assez unique. Voilà. Pardon ? Ah oui. Alors déroulement, donc effectivement c'est passé sur que je présente un peu plus sur donc la thématique. Donc la thématique, la première c'était sur les aménagements d'espace. Là cette année donc c'était sur les nouvelles approches pédagogiques à l'université avec l'idée des contraintes, des défis, des enjeux, de réunir donc à la fois donc des administratifs, des ingénieurs pédagogiques, des enseignants, des étudiants aussi, qu'on oublie parfois dans nos réflexions, et d'essayer de construire autour de 3 jours, 3 thématiques qui sont autour de ces 3 temps forts qui sont passer de l'idée, de prototype, de la formulation, pour essayer d'écrire noir sur blanc des projets, de décrire des projets et puis après de se donner la possibilité de pouvoir après piocher dans ces projets pour les réaliser. Mais ça, la réalisation, c'est un second temps qui peut arriver ou pas, mais en tout cas, ça reste des prototypes et des choses qui peuvent être après dans lesquelles on peut puiser. Voilà, donc bon, après pour dérouler le diaporama, oui, effectivement, c'était finalement la possibilité de pouvoir s'ouvrir, mieux connaître aussi les contraintes
des uns et des autres dans le cadre de leur activité quotidienne, parce que finalement on se rend compte qu'on ne se connaît pas forcément si bien entre différentes communautés au sein de nos universités. C'était aussi d'avoir une approche pluridisciplinaire, parce que finalement on se retrouve quand même si on a des spécificités qui sont propres à différentes disciplines, on arrive quand même à déceler un certain nombre d'invariants, et des invariants qu'on peut décliner dans le cadre de projets ou de prototypage. Voilà, pour répondre à des problématiques concrètes, donc enseignants-étudiants, d'où l'intérêt d'avoir des étudiants aussi pour, finalement, on est dans le cadre de l'innovation, dans l'offre de nouveaux services parfois, et que finalement c'est extrêmement difficile puisque l'idée du service devance le besoin lui-même. Parce qu'on est justement dans l'innovation et dans le numérique. Donc c'est quand même extrêmement, parfois difficile à concevoir de façon je veux dire, hors sol, sans être au contact du public directement. Et donc voilà, donc concevoir une situation d'apprentissage, voilà, je ne vais pas lire le diaporama, mais voilà, comme je disais, c'était dans l'objectif au final de pouvoir après puiser, d'avoir une sorte de boîte à idées, de boîte à projets qu'on pourrait décliner dans le cadre d'appel à projets, parce que bien souvent, lorsque c'est décrit sur le papier, il nous manque après parfois le financement pour pouvoir le réaliser, mais néanmoins, ça a permis de d'écrire un certain nombre de projets qui ne demandent aujourd'hui plus qu'à avoir un financement pour pouvoir après passer à la concrétisation, à la massification, puisque là, je reprends cette thématique-là, et c'est pour ça qu'on était dans le périmètre universitaire, parce que c'est un de nos gros enjeux, c'est la massification. Merci. Donc, on va peut-être vous présenter plus précisément en fait les thématiques sur lesquelles les enseignants, les équipes en fait ont travaillé. Donc, je rappelle juste, ou tu veux le faire, je sais pas. La thématique, c'était vraiment la grosse thématique, c'était les nouvelles approches pédagogiques. Quel défi pour l'étudiant, quelle efficacité pour l'étudiant, quel défi pour l'enseignant, parce qu'on sait qu'on parle énormément d'innovation pédagogique, de nouvelles approches, etc. Mais qu'est-ce qu'on y met derrière, concrètement? Qu'est-ce qu'on peut produire quand on parle de ça? Et qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre en œuvre? Donc c'est là-dessus qu'on voulait faire travailler les équipes. Et je vais laisser donc Martine et Yves vous présenter les sous-thèmes qu'on a proposés pour partir vraiment d'une véritable problématique et faire travailler les équipes. Bonjour, donc Martine Encart, donc moi je travaille à Lyon 2 et avec l'équipe organisatrice qui est ici, donc Asdine de Lyon 2, Shaira de Lyon 1, Yves Lyon 3, Amandine de l'Université Jean Monnet et Juliette de Lyon 1. Donc nous avons au départ un petit peu réfléchi aux sous-thèmes qui pouvaient aller avec la grosse thématique des pratiques pédagogiques à l'université. Et donc 5 sous-thèmes sont apparus qui essaient de répondre, je dirais, aux préoccupations de l'université, préoccupations actuelles. Donc le premier sous-thème concernait plutôt tout ce qui est la liaison Bac-3, Bac+3, cette transition lycée-université qui est si difficile pour certains de nos étudiants, tout ce qui est l'accompagnement, le tutorat, le travail en amont sur l'orientation, la transversalité des dispositifs existants, tout ce qui concerne aussi l'autonomie, la responsabilisation des étudiants, le devenir étudiant. Alors vous le voyez sur cette diapositive, les sous-thèmes ont été déclinés en nuages de mots et les personnes, les participants au séminaire ont choisi une thématique et les mots qui étaient dans ces nuages de mots étaient là pour les inspirer. Donc chacun ensuite s'est approprié ces mots à sa façon et en a tiré parti. Ensuite, on avait eu un autre sous-thème qui est apparu, qui est la co-construction des savoirs. Donc, construire ensemble. Construire ensemble, ce n'est pas seulement l'enseignant qui est devant ses étudiants qui va construire et qui va dispenser le savoir, mais les étudiants peuvent construire ensemble, ils peuvent construire avec l'enseignant. Donc, ils peuvent construire entre eux aussi. Donc, cette co-construction est très importante.
Et puis, elle est liée aussi à la thématique, bien sûr, qui était là l'an dernier, de l'aménagement des espaces, parce que pour co-construire, parfois on a besoin d'être dans une certaine situation spatiale, et donc c'est lié à la thématique précédente. Bonjour, je m'appelle Yves Moreau, donc je suis ingénieur pour l'enseignement numérique au PAPN à Lyon 3. J'associe à cette présentation et cette restitution ma collègue Bertie Collignon, qui était parmi l'équipe organisatrice et qui est absente aujourd'hui. Alors, je poursuis dans la lignée de Martine sur cette présentation des sous-thèmes. Alors, le troisième thème qui était proposé aux participants, c'était la personnalisation des parcours. Donc, on parle beaucoup actuellement de flexibilité des parcours au sein de l'université. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a des problématiques qui sont liées à la gestion de la masse, où effectivement, on a des grosses cohortes d'étudiants, où les enseignements sont parfois, on va dire, correspondent pas forcément aux besoins ou aux demandes des étudiants, et donc il faut, dans le cadre de nos universités, s'adapter à ces nouveaux besoins, ces nouvelles demandes de la part des étudiants. Et donc c'est un thème que nous proposions, donc, qui était toujours en lien avec, avec les nouvelles approches pédagogiques. On parle d'individualisation, on parle de différenciation des parcours. Et dans le cadre de ces personnalisations, on parle aussi d'apprentissage formel, mais aussi d'informel, puisque chez les étudiants, l'apprentissage ne passe pas forcément par le cours magistral ou le TD, mais aussi par d'autres modes d'échange, que ce soit avec les enseignants, mais aussi avec ses pairs. Ou avec d'autres publics, comme par exemple dans le cadre des bibliothèques universitaires. Donc c'est tous ces sujets-là que nous avons englobés dans ce thème-là, dans ce sous-thème-là, la personnalisation des parcours. Autre thème, l'engagement étudiant. L'engagement étudiant, c'est quand même quelque chose qui est important, puisque effectivement on est dans des établissements où on a énormément d'étudiants, et on a toujours chez les étudiants un peu un réflexe de consommateur de savoir et pas forcément d'acteur. Donc là, effectivement, il y a tout un travail à faire sur la motivation des étudiants, leur participation non seulement en cours, mais aussi dans des activités extracurriculaires, donc en dehors des cours, en dehors des parcours de formation. Et donc, ça implique que les étudiants soient acteurs et pas forcément passifs et consommateurs qui viennent récupérer de l'information et du savoir. Donc il y a tous ces aspects-là que l'étudiant peut être amené à valoriser ensuite, soit dans le cadre de son CV ou de e-portfolio, donc on parle beaucoup de e-portfolio actuellement. Ça peut être aussi un engagement vis-à-vis de ses collègues, par exemple dans des activités de tutorat. Donc là, il va y avoir une dynamique d'entraide qui peut s'opérer, etc. Donc c'est toutes ces problématiques-là qu'on a voulu suggérer aux participants par le biais de ce sous-thème. Et enfin, un dernier sous-thème qui était proposé, toujours dans le cadre, en lien avec la problématique générale et le thème général qui était les nouvelles approches pédagogiques, c'est l'internationalisation, la spécialisation des parcours. Alors, ça c'est un sujet qui est effectivement en lien avec ceux qu'on a évoqués à l'instant. Il y a toute une porosité entre ces thèmes, je pense que vous l'avez vu. Et donc, effectivement, là aussi, on est toujours dans le cadre du métier de l'étudiant. Ça veut dire qu'on a, dans le cadre de son cursus, l'étudiant est amené à se professionnaliser. Ça veut dire qu'il ne va pas nécessairement acquérir que des connaissances, il va aussi acquérir des savoir-faire. Et c'est très en lien avec toutes les compétences qu'on peut acquérir dans le cadre des compétences professionnelles qu'on peut acquérir dans le cadre des formations. Et donc ces compétences, cette professionnalisation qu'il peut acquérir, il va ensuite pouvoir la valoriser à l'extérieur dans le cadre de parcours qui sont un peu plus internationalisés, donc décloisonnés d'un cadre local, en l'occurrence lyonnais. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a voulu inclure dans le cadre de ce sous-thème. Alors, on va passer justement, là, on va vous présenter en fait le séminaire, le déroulement du séminaire. Donc, c'est déroulé sur 3 journées. Donc, il y a une journée 1 qui était sur le prototypage, ou plutôt la réflexion sur les thèmes. Une deuxième journée qui était dans la prolongation de la réflexivité, de tout le cadre réflexif qui s'est mis en place dans la journée 1. Et enfin, la journée 3 qui est sur la rédaction, on va dire, pas d'un cahier des charges, mais une sorte de modus operandi sur tous les projets qui ont émergé. Donc je laisse la parole à Martine. Alors sur la journée 1 qui s'est déroulée à Lyon 2,
Les participants se sont rendus au service de pédagogie du supérieur de l'université qui se trouve sur le campus Porte des Alpes à Bron. Et là, nous les avons accueillis dans un tiers-lieu qui a été aménagé avec du mobilier relativement sympathique. On voit un petit peu sur les photos, je ne sais pas si c'est suffisamment net, mais voilà, donc il y a des endroits pour s'asseoir, du matériel au mur. Tout ceci est destiné habituellement aux étudiants. Donc on a accueilli dans ce lieu-là, qui est un tiers-lieu, les participants au séminaire. La première journée, ils ont eu donc tous les nuages de mots à disposition et ont choisi un sous-thème qui les intéressait plus particulièrement. Ils se sont mis en petits groupes, donc des petits groupes de 3, 4, 5 personnes. Et la journée a été dédiée à la réflexion autour de ce sous-thème. Donc cette réflexion les a conduits à formuler un projet de formation, je dirais quelque chose d'idéal, qui en lien avec ce sous-thème. Et dans la suite des journées, ils ont pu formaliser un peu leur réflexion de la première journée. Donc la journée 2 s'est déroulée à Lyon 1. Alors oui, effectivement, elle s'est déroulée donc à l'université Lyon 1 sur le campus de la Doua, et plus spécifiquement dans une salle qui est vraiment dédiée aux langues, et notamment pour tout ce qui est l'apprentissage un petit peu de manière informelle des langues. Voilà. Cette deuxième journée a été l'occasion donc de prototyper les idées issues de la première journée. Et donc quand on dit prototyper, c'est mettre en pratique l'idée, la visualiser, la créer, la réaliser. Voilà. Et enfin, la dernière journée qui s'est passée chez nous à Lyon 3, sur le site de la Manu, dans les salles d'info collaborative et dans la salle de coworking étudiant, hein, c'était la rédaction d'un argumentaire autour des projets qui ont émergé. Alors effectivement, c'est peut-être la partie la plus ingrate des 3 journées, puisqu'il s'agit en fait de scribouiller, de rédiger un document hein, qui servira ensuite de cadre pour postuler à des appels à projets locaux, nationaux, internationaux, européens en tout cas. Et donc effectivement, demander à chacun des groupes hein, de rédiger des préconisations hein, et d'un argumentaire précis. Hein. Et donc chacun des groupes a travaillé là-dessus toute la journée et a produit de la littérature grise hein, qui va ensuite pouvoir être mobilisée par les établissements pour postuler aux appels à projets hein, que j'ai évoqués à l'instant. Donc on a eu aussi, dans le cadre de cette journée, la venue de Christelle Lison, qui est venue un petit peu voir comment les groupes travaillaient, quels ont été les projets et les idées qui avaient émergé, et qui est venue un petit peu cadrer, ou en tout cas essayer de donner un petit plus à ces projets par ses interventions. Donc c'était quand même quelque chose qui était très apprécié des participants, parce que Christelle Lison, c'est pas n'importe qui, elle a quand même un gros background sur tout ce qui est sciences de l'éducation, pédagogie et numérique. Donc ça a été une intervention qui a été vivement appréciée et qui a permis, je pense, à chacune des équipes de proposer, et en tout cas de rédiger quelque chose qui soit vraiment assez particulier, qui ne soit pas juste une collection d'arguments, mais vraiment quelque chose de bien organisé, avec une réflexion collective, originale en tout cas. Donc, je ne vais pas se laisser la parole, donc on va parler du déroulement et des témoignages. Hein. Donc effectivement, ça a donné lieu à des projets, et donc on va vous présenter certains des projets, des propositions qui ont été effectuées par les groupes. Si on y arrive. Mais on va y arriver.
le séminaire interuniversitaire, c'est un projet entre les établissements Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3 et Saint-Étienne, qui a pour but de faire collaborer ensemble des enseignants, des étudiants, des personnels administratifs, pour générer des projets à réaliser tous ensemble et anticiper les réponses aux appels à projets proposés par les ministères, par l'UDL. Je pense qu'il y a une réelle richesse à penser de l'interétablissement, parce que ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y a des problématiques communes. Et souvent, dans l'enseignement supérieur, on a tendance à se dire « Ah oui, mais moi, j'ai une spécificité dans ma classe, dans ma discipline, dans mon établissement, mes étudiants », alors qu'on se rend compte qu'il y a des problématiques qui sont communes à plusieurs établissements, à plusieurs disciplines. On avait donc une grande thématique sur les nouvelles méthodes pédagogiques, quels défis pour les enseignants, quelles évolutions pour les étudiants. On avait cinq grands parcours qu'on avait imaginés, donc la professionnalisation, la personnalisation des parcours, l'engagement étudiant, le continuum Bac+3, Bac-3 et la co-construction des savoirs. Alors nous, du coup, on avait comme thème la co-construction, qui était en fait de réfléchir à comment est-ce qu'on met différents acteurs autour de la table, que ce soit les étudiants, les personnels administratifs, les enseignants, des personnels extérieurs, à travailler ensemble sur justement la thématique de la pédagogie. Alors, je suis dans le groupe engagement étudiant, donc qui va aborder comment motiver les étudiants à travailler et à s'impliquer davantage dans ces études. Alors nous, c'est le continuum entre Bac-3 et Bac+3. Alors là, on a travaillé dans le groupe personnalisation des parcours. Donc essayer de réfléchir à personnaliser, individualiser les parcours en fonction de la diversité des publics. Le séminaire est découpé en 3 journées. La première journée correspond à l'idéation. Les différents groupes se sont constitués au travers d'activités assez rythmées et assez nombreuses qui ont permis une idéation, aller chercher l'idéal qu'on aimerait en partant de l'existant pour aller vers quelque chose de concret et de réalisable. La deuxième journée, ça a été le maquettage de ces idées. Les résultats ont fait émerger beaucoup de cartes conceptuelles, de projets très concrets. Et donc au format de prototype. Oui, c'est très intéressant parce qu'on peut échanger, on peut faire des rencontres, on a tous des statuts différents, donc ça permet d'avoir des points de vue différents aussi, c'est hyper important. Et puis c'est assez ludique. Comment on construit une formation, qu'on construit une pédagogie, comment est-ce qu'on va mettre ces personnes-là, les amener à réfléchir en fait à des pédagogies innovantes, à des nouveaux moyens d'apprentissage. Et la troisième journée, c'est donc la rédaction de cahiers des charges, de livres blancs, de réponses d'appel à projets pour synthétiser les projets qui ont émergé et permettre aux groupes qui les ont constitués soit de répondre à un appel à projet et de mettre en place ce projet rapidement, soit de fournir de la matière pour des groupes qui ont des idées qui vont dans ce sens-là et donc mettre en place ces projets plus rapidement. Moi, j'espère que les groupes vont se maintenir, qu'ils vont continuer à échanger. Je crois aussi que si les actions ne se font pas dans un temps relativement rapide, c'est-à-dire mettre en place des choses et commencer avec des artefacts concrets sur lesquels on va s'appuyer, ça risque de ne rester que de l'idée. Donc moi, j'avoue que je vais beaucoup les encourager à commencer à mettre des initiatives sur le terrain pour pouvoir réellement faire naître finalement un objet, un artefact à partir du projet qu'ils ont imaginé. Vous avez pu avoir l'occasion donc, de voir un peu comment se sont déroulées ces journées. Et moi, ce que je peux en dire en tant qu'équipe organisatrice, enfin membre de l'équipe, c'était que, en fait, avant de vous présenter les résultats, c'était de vous exprimer quand même que ça demandait quand même une animation particulière. On a essayé d'utiliser un peu la méthode, un peu du design thinking, enfin des outils de créativité. Et au sein même de ces journées qui étaient donc découpées en idéation, prototypage et rédaction, au sein même de ces journées, il a fallu quand même employer aussi
petits outils de créativité, des méthodes qu'on a essayé d'expérimenter avec les enseignants, avec les équipes. Je parle d'enseignants, mais en fait, c'est des équipes pluri-acteurs. Et ça, c'était un vrai défi. Et ça, c'est des choses qu'on aimerait aussi transposer en fait dans les méthodes d'enseignement, dans les pratiques, dans l'apprentissage, l'enseignement-apprentissage. Enfin, voilà. Et donc, c'est à la fois l'intérêt de faire produire des objets concrets, comme disait Christelle Lison, des artefacts, enfin, des choses qui soient vraiment réutilisées ensuite. Mais c'est aussi de faire réfléchir sur le côté méta, c'est-à-dire comment on fait pour faire produire aux étudiants. Et donc, est-ce que les outils qu'on a proposés pour animer les journées, est-ce que ça peut pas être réutilisé aussi par les équipes qui les ont vécues? Donc, c'était quand même assez un défi, ça, et voilà, quelque chose qui est d'assez laborieux à mettre en place, d'ailleurs. Donc, maintenant, on va peut-être passer à la présentation des 6 projets qui ont été élaborés durant le séminaire, qui ont été rédigés, etc., qui ont été livrés, en fait. Donc l'idée c'était qu'il y ait 3 témoins voilà, qui soient là, 3 participants qui témoignent vraiment aujourd'hui de leur production. Donc on a Alexandre Haït-Mansour qui est là, qui vient de l'UJM, qui travaille à la formation continue. On a normalement, on aurait dû avoir Yann Sapé, VP étudiant, mais peut-être qu'il va débarquer à un moment donné. Je sais qu'il y a les élections aujourd'hui, donc il est très très pris. Donc peut-être qu'il viendra dire un mot sur pas forcément ce qui a été produit, mais en tout cas ce qu'il a vécu, le ressenti qu'il a eu de vivre cette expérience. Et puis on a une enseignante de Lyon 1 qui sera pas ici, mais en vidéo, qui est Cécile Ribaud, enseignant-chercheur donc de l'Université Lyon 1. Donc on vous passera son témoignage. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, et puis j'oublie aussi Monsieur Lafay, Fabien Lafay, de l'Université Lyon 3, sur un autre projet. Donc là, les 3 premiers participants, c'est vraiment c'est une même équipe en fait, c'est sur un même projet. Et là, Fabien Lafay, vous allez témoigner d'un autre projet auquel vous avez pris part. Et nous, Juliette Tierlik et moi, nous allons après vous présenter les projets qui restaient. Donc on fait intervenir monsieur, par qui on commence? Alexandre. Alexandre, oui, ça va. Trois jours de vent à Saint-Étienne, ils m'ont vraiment touché. Excusez-moi, c'est ma voix parfois un peu. Tu veux m'assister un peu? Voilà, merci. Voilà. Alexandre Haït-Mansour, donc je suis personnel de l'université à la formation continue. Voilà. Donc moi, avec mes collègues, on a travaillé sur la thématique numéro 2, c'est la construction des... vous pouvez voir derrière. La construction des savoirs, et on entend par savoir ressources et outils, bien entendu. Donc, l'objet du projet, vous le voyez, donc c'est construire un dispositif ludique, on peut l'appeler serious game ou autre, aucun souci, il est ludique, pour améliorer les apprentissages et aider les étudiants de première année licence, je dis bien de première année licence, à réviser les examens pour les réussir. On est parti sur la loi d'orientation réussite des étudiants comme cadre. On a proposé donc de renforcer ce travail, ce dispositif pour renforcer les acquis et développer les compétences. Le deuxième aussi, le contexte, c'est la demande d'accompagnement et le besoin de réussite, donc qui nous a poussé aussi à réfléchir à un nouvel outil. Le troisième, c'est axe aussi, c'est l'accompagnement en révision qui est une priorité de par la loi et de par la politique des établissements, de l'établissement pour lutter contre l'échec en parcours d'études et de formation. Voilà. Et l'objet, c'est que travailler sur des points difficiles des programmes, on va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on peut détecter ces points difficiles, c'est travailler sur les points difficiles des programmes de première année licence, voilà, de sorte à les revoir d'une façon ludique pour mieux aider les étudiants à réviser. Voilà. Les porteurs des projets, donc je suis en dernier, Alexandre, il y avait Delphine, il y avait Claire, il y avait Xavier, il y avait Yann, donc pour des raisons qui sont les leurs, ils ne sont pas là. Voilà. Et j'ai pris l'initiative, après, je dirais, de continuer le projet pour l'amener un peu plus loin.
Voilà, donc la question qui m'a été posée, pourquoi j'ai travaillé sur cette thématique, ça veut dire en tant que personnel. Je suis praticien de la formation et une ingénierie de formation tout au long de la vie, et je suis aussi en phase avec ce genre d'approche, et aussi conscient de la nécessité de ces approches, notamment pour la réussite, je reviens toujours pour la réussite des étudiants, et aussi j'ai un intérêt personnel en tant qu'acteur, et je suis convaincu que cette approche peut apporter quelque chose, voilà, à l'établissement. La question 2 qui m'a été posée aussi, donc les objectifs, ils sont dedans. C'est réduire le taux d'échec, donc c'est l'apprentissage, c'est mettre en place des outils, c'est accompagner, la flexibiliser, proposer des nouvelles méthodes, je dirais ancrer cette notion de construction au sein de nos démarches, de nos pratiques, que ce soit de l'enseignement bien de la formation, et être en cohérence avec la loi. Voilà, le déroulement, je ne vais pas le faire parce que c'est toutes les étapes, donc c'est un processus à étapes, déroulement du projet. Ça démarre par une réflexion, je reviens sur la notion de réflexion qui est importante, et une conceptualisation, où on a, je dirais, construit cette architecture, cette arborescence. Tu peux y aller. Tu peux y aller aussi, c'est la suite. Voilà. La question 3 qui m'a été posée, les perspectives de concrétisation, je dirais, la meilleure et la plus concrète, c'est le rendre fonctionnel, ça veut dire le rendre faisable si appreneur, et aussi que ça présente un enjeu pour l'établissement, et aussi les perspectives, ça veut dire si on arrive à mesurer la capacité de cette démarche, de cet outil, de ces dispositifs pour la réussite, ça serait magnifique, pour la séduité, pour la réussite, et après l'ouvrir, pourquoi pas l'ouvrir sur un système d'information administratif et pédagogique, global notamment, pour lutter contre l'échec, en première licence. Voilà, le périmètre de projet, donc ça se passera, si jamais il est concrétisé, ce sera sur un travail sur le premier semestre et second semestre, voilà. Ce sont tout autant des questions, à quel moment la plus pertinente, notamment c'est le dispositif, donc le déploiement qui sera en présentiel, un dispositif qui va à la fois être déployé en présentiel et en ligne. Voilà. Voilà, ça c'est une question, voilà. Comment et par qui ces éléments difficiles de programme vont être définis, c'est la question auquel on s'est pas beaucoup tardé et que j'ai essayé moi-même de conceptualiser au vu de mes expériences. Je me suis dit le questionnement d'évaluation de la formation peut amener des éléments pour alimenter notamment la collecte notamment des dés. Le conseil de perfectionnement aussi peut jouer là-dessus. Le retour des étudiants, notamment de classe supérieure L2 et L3, notamment sur ce qui a été fait, parce qu'ils étaient et sont aussi acteurs dans ce projet, dans cette approche, et se baser aussi sur le retour et les comptes rendus des corrections d'examen, j'aurais de conseil pédagogique, et le retour sur expérience des personnes, qu'on ne les oublie pas, des personnes ressources et des tuteurs. Le déploiement de jeux, donc GD en présentiel, vous voyez, voilà. On passe à la suivante. Donc ça, c'est juste une ingénierie de formation. Donc comment est-ce que conceptualiser un espace en présentiel, c'est celui-ci, voilà, qui sera notamment alimenté par des ressources et des outils. Voilà. Oui, passe encore. En numérique, ça veut dire sur une interface numérique. Voilà. Cette diapo est pertinente sur un espace numérique notamment, pourquoi ne pas, je dirais, le mettre à l'intérieur, je dirais, de l'espace numérique de travail, de sorte à ce qu'on peut avoir un lien, un URL, donc qui nous conduit à ça, et avoir une plateforme qui ferait à peu près ça. On a des matières qui ont été sélectionnées, donc par l'équipe projet, matière 1, matière 2, voilà. Si on clique sur la matière en question qui nous concerne, c'est l'histoire ancienne, l'histoire moderne, ou géographie, ou n'importe, on arrive à cette interface qui s'ouvre, on choisit l'élément qu'on veut, on va dire exercice et correction. Si je clique, ça me sort à peu près ça, voilà. Voilà, ça c'est la conceptualisation d'une nouvelle approche aussi, pédagogique, ça c'est toute la réflexion qui a été faite par nous-mêmes, comment un peu, je dirais, certaines notions
Voilà, et les acteurs qui vont avec, et les approches, participation entre l'étudiant et l'enseignant, et l'approche, le lien entre l'étudiant et le savoir, c'est la conceptualisation d'abord, parce que c'est comme l'apprentissage, et après, je dirais le lien que l'enseignant a vis-à-vis des savoirs, un peu flexible, d'où cette nouvelle démarche aussi pédagogique. Comment améliorer sans cesse le jeu? On a pensé que chaque fin d'année universitaire, il faut recenser, je dirais, les matières qui causent un peu des difficultés aux stagiaires pour donc cibler les points difficiles et les transposer sous forme de jeu pour renforcer les connaissances. On a pensé aussi organiser un tutorat pédagogique pour définir les profils des bénéficiaires. Voilà. C'est à travers aussi l'évaluation du bon fonctionnement de l'outil et sa valeur ajoutée, je dirais, parce que ça sera testé sur une année, sa valeur ajoutée sur la réussite des examens de ceux qui l'ont déjà pratiqué. Voilà. Envisager aussi une veille alimentée par des conseils de perfection, comme je viens de le dire, une banque d'idées, questionnaire d'évaluation, un fichier, un cahier de témoignage et de doléances. Excusez-moi, j'en mets beaucoup, c'est pour ça que je suis un peu speed. Voilà. Et surtout, ma gorge me laisse un peu tranquille. La contrainte qu'on a trouvée donc des acteurs, c'est trouver le temps. C'est celle-là. Et après, la deuxième, c'est s'organiser pour informer et former les acteurs. Et les acteurs bénéficiaires, ça veut dire les étudiants qui vont le pratiquer, qui vont l'utiliser, voilà, et tirer le bénéfice. Celui d'attribuer un espace physique d'apprentissage, de trouver les groupes d'étudiants qui sont volontaires pour le tester. Voilà, cette approche. Et après, celle qui est technique, oui, je la zappe, c'est pas grave, voilà. D'accord, voilà. Si déroulement numérique, qu'on vient de le voir tout à l'heure, après, ça pose des problématiques au port de la direction des systèmes d'information, pour l'hébergement, qui l'administre, pour qui donne l'accès, qui l'alimente, voilà, qui anime la gestion notamment de l'espace d'apprentissage, dans le cas CC en présentiel. Voilà. Et par manque de temps, bien sûr, plusieurs points n'ont pas été abordés. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative, donc le retravailler après ce séminaire jour par jour, voilà, presque. Voilà. Évaluation et l'impact de l'outil, son fonctionnement optimum, en somme, ça veut dire est-ce qu'il répond aux objectifs posés par l'équipe et par sa démarche. Sa valeur ajoutée sur la réussite, je reviens un petit peu, voilà, des étudiants aux examens. C'est un enjeu pour l'établissement dans le cadre d'une politique d'accompagnement, notamment de l'augmentation des effectifs étudiants qui nous arrivent chaque année dans chaque établissement. Comment accompagner aussi ce flux d'étudiants qui, merci d'ailleurs, sa capacité à être un outil transversal et transposable sur autre chose aussi, c'est très important. Après, jouer la carte de tutorat pédagogique et méthodologique pour garantir, parce qu'il y a aussi un autre axe, c'est l'assiduité, voilà, tenir le parcours jusqu'à la fin. Ça peut aussi garantir un peu la réussite des étudiants. On était tous étudiants, on est passé par là. Voilà. C'est aussi un défi pour la recherche. Pour les chercheurs, pour la recherche, ça veut dire développer ces nouvelles formes d'enseigner, de former, d'accompagner et d'évaluer. Et j'ai pris l'initiative de moi-même de mettre au point une action de formation pour former les acteurs sur ce dispositif. Ça veut dire j'ai créé, voilà, je suis dans l'ingénierie de formation, je suis à même de créer une action de formation que j'ai formalisée un petit peu, schématisée pour former les acteurs sur ce genre d'approche pédagogique. J'ai fini? Eh bien, merci. Voilà. Si vous avez une question, profitez que ma voix me laisse tranquille, je peux vous répondre. C'était clair? Merci. J'ai juste une question, Alexandre, c'est savoir si ça t'a apporté quelque chose en fait de construire ça, enfin d'essayer de concevoir ce projet-là. Et puis, comme on a vu que tu avais pu de ton côté continuer la réflexion, enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à la continuer? Enfin voilà, c'est vraiment des questions que. En fait, ce qui m'a poussé, suis un peu têtu. Ça veut dire, suis Alexandre, et quand j'aborde quelque chose, j'aimerais le finir.
Et j'aime toujours le finir, même quitte à, comment je vais vous dire, à transposer mon travail à la maison, chose à ne pas faire, il paraît, je travaille à la maison pour finir la chose, je fais comme ça, voilà. Et en tant qu'acteur aussi, j'ai ce souci. Et comme je fais de l'accompagnement pédagogique des étudiants, quand je vois un étudiant réussir et quand je vois une action de formation d'enseignement qui se porte bien, je pense, tu arrives à la maison, mais tu es content, quoi, tu dors tranquille. Ça aussi, ça nous pousse. On est acteur, en fait, c'est dedans. Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est dedans. C'est à l'intérieur. C'est inhérent à l'activité qu'on fait et c'est inhérent à la personne qui fait cette activité. J'en suis un. Voilà. Aimer son établissement, aimer ses étudiants aussi, c'est magnifique. Merci. Merci beaucoup. On va... Bon, je ne sais pas si on peut attendre. Je sais que Yann m'a écrit pour me dire qu'il devait bientôt être... Ah, bah voilà. Je t'en prie, je ne t'avais pas vu arriver. Donc tu peux venir nous rejoindre si tu veux témoigner. Merci. C'est quoi, c'est une question-réponse ou je dis un petit mot? Ok, déjà bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi, je passe en coup de vent, mais la plupart d'entre vous le sauront, on est en élection étudiante, ce qui veut dire que les campus sont assez animés aujourd'hui, donc je passe juste vous voir un petit moment. Ça me paraissait important de pouvoir vous faire un retour très rapide sur Séminaire d'université, parce que j'ai vraiment, pour en avoir fait, donc c'est le second que je fais, et je trouve que c'est un concept qui est vraiment extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on réunit des étudiants, on réunit des enseignants, des administratifs, pour travailler ensemble sur un thème. Et je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être déployé de façon assez large sur beaucoup d'autres sujets, parce qu'on voit que c'est là où ça marche, qu'on arrive à réunir tous les acteurs ensemble, aussi bien ceux qui vont être l'acteur étudiant que l'acteur enseignant administratif qui mettra ça en place. On voit que ça marche, qu'il y a souvent des idées assez novatrices qui vont émerger. Sur la partie pédagogie, ça a été vraiment extrêmement intéressant de voir les différents thèmes qui avaient été dégagés en amont par les équipes, et de voir également ce qui en est ressorti au travers des différents groupes de travail. Alexandre a très bien montré effectivement le projet qu'on avait pu faire juste avant sur cette idée de se dire que on est une époque où tout ce qui est escape game, tout ce qui est jeu sérieux, pour parler français, sont extrêmement à la mode, marchent très très bien, et du coup l'extrapoler sur de la pédagogie, l'extrapoler sur une façon d'aller apprendre, une façon d'apporter un cours aux étudiants, mais un cours qui serait construit par des étudiants pour des étudiants, avec le soutien des experts de la question qui seraient des enseignants et des administratifs. Je pense que c'est un exemple extrêmement intéressant de pédagogie innovante justement, mais de pédagogie innovante où l'étudiant il est vraiment acteur, il est vraiment inclus dans ce qu'il va pouvoir mener sur ces thématiques-là. Et je pense que, il y a peu de collègues dans l'amphithéâtre, vous me corrigerez si certains d'entre vous sont étudiants, mais aucun de mes collègues, je pense, ne vous dira qu'il trouve que l'amphi magistral de 3 heures à gratter, c'est quelque chose qui est pertinent et qui est intéressant. Et je pense que vous-même, en tant que professionnel dans vos différents domaines, vous me le direz également. Donc, c'était intéressant de voir ce séminaire, de voir ce qui a pu en émerger et de se dire qu'il y a encore beaucoup de pistes pour améliorer à la fois la pédagogie, mais aussi pour inclure les étudiants dans l'ensemble des processus qui peuvent avoir lieu à l'université, leurs cours, mais d'autres sujets également. Est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être vous avez des questions sur comment les étudiants ont vécu ce séminaire, sur ce que pensent les étudiants de la pédagogie innovante, sur d'autres choses? N'hésitez pas, je suis là pendant encore quelques minutes. Alors, okay. C'est une très bonne question. Ceux qui étaient présents, je pense, et vous me corrigerez pour ceux qui avaient des étudiants dans leur groupe, étaient, je pense, extrêmement intéressés, extrêmement volontaires sur le sujet. Après, je crois qu'il y avait quasiment un étudiant par groupe, mais je regrette toujours de ne pas avoir plus de collègues effectivement présents là-dessus. Est-ce que la distance joue? Est-ce qu'il y a une autocensure de se dire, moi, en tant qu'étudiant, je n'ai pas d'avis à apporter sur de la pédagogie? Est-ce qu'il y a peut-être un manque de relais? Je ne sais pas. Là-dessus, je n'aurais pas la réponse, mais ceux qui étaient présents étaient volontaires, étaient intéressés. Et il y a plein de mes collègues, je vous le dis, je pense que si on pose la question de est-ce que tu veux travailler ta formation, est-ce que tu veux travailler la façon dont tu apprends ta formation, je suis quasiment certain que les 3 quarts vous diront totalement je veux aller là-dessus, je veux travailler là-dessus.
Je pense que ce serait intéressant effectivement à développer totalement. Ce que je vous dis, hein, que ce soit sur la formation, sur la pédagogie ou sur d'autres sujets, la co-construction entre tous les acteurs, c'est ce qui fait la différence. Je pense. Là, pour démarrer les journées, le premier jour, on avait dans chaque équipe un étudiant en fait qui participait, donc c'était plutôt positif. Bon, forcément, on a eu une petite déperdition à la fin, et je pense que c'est au fur et à mesure des années, si ça se reproduit, ce genre de séminaire, si on arrive à l'instituer, bah c'est petit à petit, il va y avoir un essaimage, et il va y avoir de plus en plus d'étudiants qui vont dire « Ah bah oui, je peux être acteur », enfin voilà, et en fait, je pense que c'est sur le long terme hein, qu'on va pouvoir se dire que la communauté des étudiants vont se dire « Bah oui, nous aussi, on a le droit de construire les cours, d'avoir un avis sur la pédagogie, etc. etc. » Voilà. Bon, merci beaucoup, Yann aussi. Écoutez, avec plaisir. Et toujours dans ce même projet co-construction des savoirs, on a donc Cécile Ribaud de l'Université Lyon 1 qui a pas pu être là aujourd'hui, mais qui s'est enregistrée pour témoigner de sa participation et du projet. Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est un projet vraiment qu'elle a mené jusqu'au bout, enfin qu'elle a déposé. Elle va vous l'expliquer mieux que moi dans la vidéo, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui s'opérationnalise, qui pourrait s'opérationnaliser sur le plus long terme. Juste pour préciser, donc Cécile Ribaud, elle a travaillé avec une autre enseignante de Lyon 1 et également avec une enseignante, si je ne dis pas de bêtises, elle est de Lyon 2 et il s'agit de Claire Ribaud. Claire Polo, pardon. Donc, bonjour à tous. Je suis Cécile Ribaud, je suis enseignant-chercheur à l'Université Lyon 1 et j'ai participé au printemps au séminaire interuniversitaire. J'ai travaillé avec le groupe sur la co-construction des savoirs. Donc, nous étions environ une quinzaine d'enseignants-chercheurs, de personnel administratif, d'ingénieurs pédagogiques et même d'étudiants, à avoir réfléchi à cette question de quels sont les outils que nous avons pour co-construire les savoirs. Donc, nous avons identifié différentes problématiques et nous avons décidé de nous concentrer sur la question de la motivation des étudiants à apprendre. Donc, c'est un très très vieux problème, mais nous avons imaginé que nous pourrions utiliser les jeux sérieux pour améliorer cette motivation des étudiants. Et de ces réflexions est né le projet d'une UE transversale aux licences de toute l'UDL. Donc un projet d'UE que l'on pourrait appeler « Je co-construis, nous apprenons ». Donc cette UE se fragmenterait en 4 étapes. Donc dans une première étape, les étudiants devraient choisir un chapitre de cours ou une notion qui leur a posé problème dans leurs apprentissages l'année précédente. Une fois ce chapitre identifié ou cette notion pédagogique identifiée, les étudiants auront la possibilité de réexplorer cette partie du cours ou cette notion avec des enseignants référents. Et après avoir mieux compris cette question, enseignants, étudiants et ingénieurs pédagogiques vont travailler à co-construire ensemble un jeu sérieux pour améliorer l'apprentissage des étudiants de l'année précédente. Donc, une fois que ce jeu sera élaboré, il sera testé par les étudiants de l'année N-1. Donc, à travers ces 4 étapes, les étudiants vont non seulement réviser les notions difficiles, mais ils vont se responsabiliser et s'engager dans leur apprentissage. L'enseignant, à nouveau, mais sous une autre forme, va organiser la transmission du savoir, et les ingénieurs pédagogiques vont être là pour faciliter cette transmission. Donc, ce projet d'UE a été proposé à la mission pour l'innovation pédagogique de l'IDEX de Lyon. Et en attendant une réponse, nous avons déjà commencé à contacter des étudiants de Gamagora. C'est une formation qui est dispensée par l'Université Lyon 2 pour former des élèves sur les jeux vidéo. Et nous avons proposé à ces étudiants, dans le cadre d'un projet professionnel, de construire une boîte à outils qui pourrait être utilisée dans l'UE. Donc ce serait une boîte à outils numérique, une boîte à outils de jeux sérieux que les étudiants de l'UE, de cette UE transversale, Je co-construis, nous apprenons, pourraient utiliser pour les aider à construire ces jeux sérieux.
Donc les étudiants de Gamma Agora vont dans un premier temps identifier les techniques et les mécanismes de jeu sérieux qui sont les plus efficaces et qui sont utilisés en ce moment. Et puis ils vont concevoir et construire une boîte à outils avec ces jeux en se servant de 3 contenus pédagogiques que l'on va leur mettre à disposition. Voilà, donc je viens de vous présenter donc, un projet pédagogique qui a pris naissance durant ces séminaires interuniversitaires et qui est soutenu par 3 enseignantes. Une enseignante de l'université Lyon 2 qui s'appelle Claire Polo et qui est en sciences de l'éducation. Une enseignante de l'université Lyon 1 cette fois, qui est en génie civil, et moi-même, donc enseignante à Lyon 1 en microbiologie. Donc je remercie toute l'équipe des séminaires interuniversitaires qui nous ont permis de nous rencontrer et de développer un projet pédagogique qui fait appel à nos différentes compétences. Bonne journée. Donc là, vous avez eu un panel des idées issues du sous-thème co-construction des savoirs. On va passer au projet, au sous-thème sur Bac-3, Bac+3, donc dont Fabien Lafay, que Fabien Lafay va vous parler. Et oui, voilà, ça a été une réflexion collective, mais c'est vous qui le représentez aujourd'hui. Juste une seule seconde, je vais essayer de voir si j'ai le résultat formalisé. Hop. Situation. C'était bon. Si, peut-être que je vais avoir. C'est un PDF. Non mais là ça paraît flou, c'est peut-être plus lisible pour vous, je sais pas. Ah aussi, ouais. Bon. Donc voilà. Hop, est-ce que ça irait comme ça ou c'est un peu petit encore? Merci, bien merci à l'ensemble des organisateurs et des universités pour cette partie de restitution. L'idée, en fait, effectivement, de notre groupe, en travaillant sur le -3+3, ce qu'on appelle aujourd'hui le continuum, qu'on pourrait même étendre au -4+3, puisqu'il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs qui démarrent dès le collège, et la volonté du ministère, c'est de commencer à avoir un continuum de plus en plus large et de plus en plus étendu. D'ici quelques années, je pense qu'on fera du -5+5. En tout cas, on s'y prépare. Donc, nous sommes partis d'un constat qui était un constat assez simple. On a beau être en 2019, quand vous interrogez des lycéens, quand vous interrogez leurs parents, souvent aussi des enseignants d'ailleurs, des deux côtés, eh bien on se rend compte que la vision qu'ils ont de l'université, c'est la vision de l'université des années 70 ou des années 80. Vous savez, l'étudiant arrive à la fac, il est tout seul, il a abandonné, c'est marche ou crève, personne n'est là pour t'aider, les services d'accompagnement, ça n'existe pas. Alors, un service d'accompagnement à la pédagogie et numérique, j'ose même pas imaginer qu'ils puissent concevoir l'idée de l'hypothèse de la possibilité d'éventuellement une existence. Donc nous nous sommes dit, nous, que ce séminaire était une occasion intéressante de pouvoir produire quelque chose de très très concret, qui peut d'ailleurs être utilisé dès aujourd'hui, et qui pourra être fourni notamment à l'ensemble des collègues, qu'ils soient enseignants-chercheurs ou personnel administratif ou ingénieurs pédagogiques, qui vont par exemple devoir ou qui ont commencé à s'emparer, eh bien, vous savez, de cette chose nouvelle qu'on appelle le contrat pédagogique de réussite étudiante. Et pour aider les directeurs d'études, nous nous sommes dit qu'on pouvait mettre au point, grâce à ce séminaire interview à l'ensemble des personnes qui étaient présentes, une carte, en quelque sorte, des ressources qui d'ores et déjà existent. Cette carte a de nombreux intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'elle peut être diffusée très largement, puisque nous ne faisons a priori que recentrer l'existant.
et faire un petit état des lieux. Ce qui veut dire qu'au niveau des lycées, au niveau des professeurs principaux, au niveau des associations de parents d'élèves, au niveau de tous les acteurs de l'éducation du secondaire notamment, c'est déjà une première manière aussi pour nous de montrer tout ce qui existe déjà aujourd'hui dans les universités et qui a tendance à se développer de plus en plus. Quand on a commencé entre nous à discuter sur les premières journées de ce que nous connaissions, évidemment, même nous qui sommes au cœur du réacteur et a priori devons bien connaître tout cela, nous avons continué à faire des découvertes. Donc là, l'idée, c'est de dire, un lycéen, quand tu arrives à l'université, tu es tout sauf perdu. La fameuse autonomie dont on te parle depuis très très longtemps, finalement, elle est relative. Et si tu as envie de t'en sortir et si tu souhaites trouver des personnes, des collègues, des ressources, ça existe et cela existe à une échelle que tu ne pourrais même pas soupçonner. Nous savons toutes et tous que de nombreux acteurs, notamment privés, essayent de se positionner sur ces milieux, notamment en termes d'orientation. Donc c'est une bonne manière aussi de dire, vous voyez, ça existe déjà, ça existe peut-être même déjà très bien. C'est aussi une manière pour nous de réfléchir à comment aussi mieux travailler ensemble et peut-être rendre encore plus performant cet existant. Donc déjà, j'ai envie de dire en termes d'image, on pourrait même employer le mot de force de frappe, ça va nous permettre aussi de gagner un petit peu en crédibilité puis de nous rassurer. Pour le supérieur, c'est extrêmement intéressant aussi, puisque nous recevons régulièrement des étudiants. Si vous êtes enseignant, il y a des cours magistraux. Je suis désolé, je reste quand même persuadé que le cours magistral, ça peut être extrêmement intéressant et très très utile. Évidemment, tout dépend comment on l'anime aussi. Mais très souvent, à la pause, vous avez connu des étudiants qui viennent vous voir, qui viennent vous poser une question qui parfois n'a strictement aucun rapport avec le cours, mais vous n'avez pas la réponse. Et c'est pas parce que vous n'avez pas voulu la chercher, c'est parce que vous n'êtes pas au courant. Donc l'idée aussi d'un document de ce type, c'est pouvoir dire tu te poses la question de savoir si tu peux t'entraîner par exemple à l'oral parce que tu penses qu'il n'y a pas assez d'exercices oraux ou qu'en TD tu n'as pas eu l'occasion de passer, ça tombe bien parce que dans ton université à Jean Monnet, à Lyon 1, à Lyon 2, à Lyon 3, je sais qu'il y a des ateliers théâtre, il y a des cours d'improvisation, il y a des ateliers qui te permettent de prendre la parole en public et évidemment ça n'est qu'un exemple parmi les 45 ou 50 dispositifs que nous avons pu recenser. Donc là aussi, pour nous, c'est extrêmement intéressant. Ça permet de mieux faire fonctionner l'existant et puis aussi de réaliser que dans nos établissements, qu'ils soient seuls ou qu'ils se regroupent, il y a énormément de ressources, de personnel et de qualités et de compétences à solliciter auxquelles on ne pense pas nécessairement. Et puis dernier intérêt peut-être d'une telle cartographie, c'est aussi pouvoir demain créer de nouvelles choses. L'imagination ne vient pas ou vient rarement ex nihilo. Source d'inspiration, ça peut être les arts, ça peut être la nature, ça peut être un collègue, mais ça peut être aussi tout simplement parfois tisser du lien, faire de la transversalité entre des choses qui existent déjà. Si je sais par exemple que dans un service d'orientation, il y a des gens qui s'occupent du projet professionnel, qu'une composante est un petit peu en difficulté sur ce qu'on appelle le PPP, vous savez bien, ou qu'on veut mettre en place une UE d'engagement étudiant et qu'on se posait la question de savoir si par rapport à une association étudiante, on ne pourrait pas faire un lien entre un atelier construction de réseau et pourquoi pas un dispositif numérique pour créer carrément l'outil numérique qui permettra de créer son propre réseau. On va pouvoir, grâce à une carte de ce type, avoir quelqu'un qui un jour va se dire « hop !» je prends le PAPN de tel établissement, je prends le service d'orientation de tel établissement, je prends un enseignant motivé dans telle composante, et ensemble, on se réunit pour voir si on peut faire quelque chose. Si on peut, c'est formidable. Si on s'est déjà rencontré pour essayer de voir si on pouvait faire quelque chose, c'est aussi quelque part un grand pas de fait en avant. Et puis bien sûr, l'avenir est toujours en mouvement, l'avenir est toujours plus ou moins certain ou incertain, mais nous fréquentons toutes et tous aussi régulièrement des salons, et je pense qu'il est très important que le plus d'acteurs de nos établissements soient au courant de tout cela, tout simplement pour pouvoir, sur un salon de l'étudiant, sur un salon des masters, sur un salon des métiers, ne pas combattre certaines fausses idées, mais tout simplement pouvoir dire « Hey, chez nous, là, ça existe vraiment, ça existe efficacement, parce qu'on a des gens qui ont 15-20 ans d'expérience sur ces secteurs de métier, et même si tu fréquentes une autre institution qui a l'air très intéressante comme ça sur le papier, eh bien nous, parce que nous sommes un établissement universitaire, nous, parce que nous avons beaucoup de personnel et que nous avons des ressources, nous avons la possibilité de mettre en face de toi, gratuitement, parce que c'est aussi le grand mérite des universités, tous ces différents personnels, et plus ils viendront nous voir, quelque part c'est du gagnant-gagnant, plus nous allons pouvoir informer nos étudiants que ça existe, plus ils vont venir nous voir, et plus nous, après, nous pourrons faire, par exemple, ce qu'a souligné Yann, des réponses à des AAP, et puis se positionner sur d'autres appels d'offres, éventuellement, pourquoi pas aussi, démarcher des entreprises pour dire que l'université a toujours été, sera toujours, et demain encore plus, un acteur de plus en plus crédible au niveau, on va dire, du brassage des compétences.
Voilà. Donc on vous a prévu une petite carte qui est très simple. Vous allez peut-être trouver des choses que vous connaissez déjà, peut-être voir des choses qui n'existent pas. Et même si vous connaissiez déjà tout cela, le simple fait de pouvoir partir avec le support, moi personnellement je l'ai affiché dans mon bureau pour rien oublier quand je reçois un étudiant, on gagne à minima du temps. Si vous avez des questions, bien sûr, nous sommes à votre disposition et je remercie l'ensemble des personnes qui ont participé sur cet atelier ainsi que l'ensemble des services organisateurs puisque sans vous, nous n'y serions pas arrivés. Voilà. Moi, j'ai une remarque ou une question, je ne sais pas trop. Quand je vous ai vu travailler sur ce projet-là, j'ai vraiment observé justement que les points de vue entre les enseignants, les étudiants et les personnels administratifs principalement avaient vraiment permis justement de construire cette cartographie. En fait, avait vraiment mis en perspective différents points de vue et différents besoins. Je pense par exemple aux étudiants, si je me souviens bien, qui insistaient notamment sur le côté de se sentir bien à l'université, etc., qui n'est pas forcément ce à quoi on va penser en premier si on n'est pas dans cette situation-là. Vous, en tant que participant à ce projet-là, comment vous avez pris en compte ces différents points de vue-là pour essayer de proposer quelque chose derrière? Est-ce qu'au contraire, ça vous a stimulé, ça vous a aidé à construire le projet ou ça vous a plutôt demandé un effort supplémentaire? Je pense que ça nous a permis de nous réinvestir sur l'idée que cet outil finalement très simple, parce qu'une carte de ce type, en soi, c'est vraiment pas très compliqué à monter, mais ça nous a vraiment rassurés et surmotivés sur l'idée qu'il fallait vraiment la construire. Pourquoi? Parce que si vous passez là, on sort, on prend 10 étudiants sur Tréfilerie, on va à l'IUT de Roanne, on fait pareil. Moi, je suis persuadé que si vous leur demandez les services qu'ils connaissent, qui sont à leur disposition, qui sont gratuits pour les accompagner, ils vont vous sortir ce qu'ils nous sortent à Lyon, c'est-à-dire la cafette. Alors, on ne l'a pas listé comme un des services d'accompagnement, excusez-nous. Ils vont vous sortir le service des sports, et certains vous parleront de la bibliothèque. Le fait de pouvoir suivre des cours de langue gratuitement, le fait de pouvoir bénéficier d'une formation au sein de la bibliothèque sur des outils, par exemple. Ils l'ignorent complètement. Qu'il y a un service de médecine préventive qui puisse les recevoir, par exemple, pour parler nutrition, pour parler de problèmes, quels qu'ils soient, etc. Dans leur tête, il faut nécessairement aller à l'extérieur, où c'est pas possible, où le délai d'attente est tel que. Je vous parle des services d'orientation, c'est pareil. Pour eux, c'est un centre de documentaire. Ils ont l'image du SIDO au lycée. En fait, on est vraiment sur une accumulation de mauvais clichés. On continue toujours, de notre côté comme d'ailleurs du leur, entre le secondaire et le supérieur, en dépit de ce que l'on croit exister, on continue à avoir une espèce de vraie méconnaissance. Il y a des disciplines, je pense les facs de lettres, ou peut-être, effectivement, comme les enseignants vont dans les deux milieux, ils connaissent un petit peu mieux. Mais souvent, ils connaissent une partie du métier, ils ne connaissent pas l'ensemble. Mais aujourd'hui, qui pourrait dire qu'il connaît réellement bien le fonctionnement d'un lycée? Et je ne vous parle pas des lycées pro, et je ne vous parle pas des SECPA, et je ne vous parle pas du reste. Et de la même façon, qui dans un lycée peut dire qu'il connaît vraiment l'université aujourd'hui moderne du XXIe siècle? Et l'université que j'ai connue étudiant, ce n'est pas l'université que je fréquente aujourd'hui. Je suis très heureux, très fier de l'université que j'ai aujourd'hui, et des autres universités d'ailleurs qu'on voit partout en France. Et nos étudiants, il faut continuer un petit peu à colporter, faire ce petit travail, prendre son bâton de pèlerin. Et sincèrement, des outils aussi simples, ça marche. Après, on les améliore avec, je sais pas moi, du numérique. Pourquoi pas un petit serious game, on pourrait imaginer l'étudiant qui se promène, ou faire un MOOC. Un MOOC sur qu'est-ce que je peux trouver. Bon, je sais bien qu'en ce moment, les MOOC, faut y réfléchir, mais... Voilà, c'est une étape, l'étape la plus simple, la brique la plus simple. L'idée, c'est vraiment à la fin de ce séminaire interru, on vous donne un outil, vous le prenez, vous partez avec. Il n'y a pas 50 heures, il n'y a pas 300 000 € de budget derrière. Soyons efficaces. Des projets communs aux établissements de l'université. Et qui plus est commun, puisque celui-là, il est transposable partout. Je veux dire, demain, l'université de Cergy veut savoir un petit peu ce qu'on a bâti, on lui envoie, ils vont ajouter des choses. C'est même quelque chose qui peut s'utiliser au niveau national, parce qu'on va peut-être découvrir, je sais pas moi, à Paris-Descartes, qu'ils ont un service ou une activité dans un service que nous n'avons pas. L'une des vraies difficultés, pour aussi revenir sur votre question, j'y pense maintenant, c'est de réaliser que quand parfois on a à peu près les mêmes choses, elles ne sont pas nécessairement situées au même endroit. Donc effectivement, pour un étudiant, on va lui parler de notre expérience. On voit toujours les choses à sa porte. Faisons un petit cours sur les biais cognitifs. Mais on va donner une, entre guillemets, fausse information, parce qu'on croit parce que chez nous c'est à cet endroit, alors que dans l'établissement partenaire, qui n'est qu'à 60 km, c'est un autre service qui s'occupe de cela. Et nous, ça nous fait réfléchir.
On est à la maison de l'université. Hein. Je sais que votre maison de l'université regroupe des choses qui chez nous sont dissociées. Et entre guillemets, les deux modèles, il n'y en a aucun qui est faux, il n'y en a aucun qui est intrinsèquement juste. C'est une autre manière de voir les choses. Et cette autre manière apporte une autre culture et peut-être pourra permettre de créer des choses auxquelles on ne pense pas. Nous avons certaines filières, vous avez d'autres filières. Et certaines filières ont mis en place des dispositifs parce qu'il y avait un besoin de leurs étudiants. Quand on les prend pour des filières autres, on se dit, tiens, mais pourquoi ne pas essayer cela chez nous? Et notre gros avantage à nous, établissements universitaires, c'est qu'à la rigueur, système et sa erreur, on connaît en sciences dures, on sait comment ça marche. Hein. On essaye, ça marche, on essaye, ça marche pas, c'est pas grave, on fera autre chose. C'est aussi ça la recherche. Alors moi, je vais juste rajouter un mot en tant qu'organisatrice de ce séminaire, parce que j'ai déjà fait le premier et le deuxième. Sur le premier séminaire, on a déjà vu entamer l'idée de travailler en commun sur des problématiques communes d'aménagement des espaces. Là, sur ce second séminaire, moi j'ai noté un petit cran supérieur, c'est non seulement pendant ces 3 jours, on va travailler ensemble, on va réfléchir ensemble sur des projets communs. Et là, ma surprise, c'est de me dire, j'ai eu des enseignants qui sont venus et qui m'ont contacté justement pour pouvoir travailler en commun sur un projet et pouvoir le concrétiser. Donc c'est le cas de Cécile Ribaud, puisque j'ai suivi le projet qui a été initié donc, lors de ce séminaire-là. Et j'ai été assez surprise en juin quand j'ai été contactée par Cécile Ribaud et Claire Polo de Lyon 2 et qui m'ont dit, comment on fait pour pouvoir concrétiser ce projet qu'on a initié lors de ce séminaire. La dynamique était tellement intéressante que du coup, après discussion, ça s'est enchaîné sur l'Université de Lyon. L'Université de Lyon qui, au travers d'un appel à projet, nous a permis de déposer le projet et qui est aujourd'hui en discussion pour pouvoir obtenir des financements. Voilà, ce qui ne l'a pas empêché, comme elle a dit dans la vidéo, de déjà enclencher le projet avec des étudiantes de Gamagora pour justement essayer de créer ce noyau de Serious Game, cette boîte à outils comme elle l'appelle, pour pouvoir commencer à amorcer les travaux avec les étudiants. Donc ça, je trouve que déjà ce séminaire-là, de ce point de vue-là, est très intéressant, puisque non seulement on échange, on réfléchit, on échange, on discute et on élabore des choses communes, et derrière, oui, on construit, notamment dans le cadre de l'établissement cible de demain. Oui, ou pas. Ça, génial, il y avait une question dans la salle. Oui. Bonjour, Simon Gadras, VP numérique de Lyon 2. Juste sur la carte, c'est là-dessus que je veux intervenir. Je trouve ça très intéressant cette idée. D'abord, j'ai une question très concrète. Si moi je veux diffuser la carte dans l'établissement, je pense que vous pouvez demander aux gens qui ont organisé le séminaire. Il n'y a pas de raison que ces documents-là ne commencent pas aujourd'hui à circuler. Je ne sais même pas s'ils ne sont pas déjà disponibles. C'est un fichier PDF, hein, c'est bien ça? Ah oui, nous... Je peux dire personnellement que j'ai beaucoup gagné en compétences. On apprend aussi à me servir de choses basiques pour un expert, mais oui, bien sûr, ces choses-là, elles sont très facilement transposables. Et alors, donc, j'avais une autre question à laquelle vous avez répondu en partie. Votre souci, c'était bien d'identifier les éléments communs aux universités, en particulier sur le site, mais vous dites même plus généralement aux universités. Qu'est-ce que c'est que cet écosystème de la réussite universitaire dans une université en général? C'était bien ça votre idée? Voilà, l'idée, le continuum, le bac-3, le bac+3, l'idée ça a été de se dire, un étudiant qui arrive à l'université, ça rejoint une thématique qui a été abordée par un intervenant précédent, la définition entre guillemets aussi de la réussite. Qu'est-ce qui peut vraiment l'aider au quotidien dans la réussite? Pour certains, ça peut être un tutorat, pour d'autres, ça peut être un enseignant référent. Pour un autre, ça va être parce qu'il va réussir à avoir un statut de sportif de haut niveau ou d'autres. Et puis, pour énormément d'étudiants, ce sont peut-être des choses beaucoup plus simples, qui ne sont pas étiquetées directement réussite, mais qui vont participer à son bien-être, qui vont participer au fait que dans son université, il a l'impression qu'on s'occupe de lui, que ça peut être un peu individualisé, qu'il y a des personnes à disposition, etc. Tout ne passe pas nécessairement par un seul interlocuteur. Et ce document, nous aussi, on l'a pensé, par exemple, pour des services très simples. Le service humain n'est pas simple, mais pour une action simple, un service de scolarité. On a beaucoup de nouveaux personnels chaque année qui arrivent. Si vous-même, vous ne faites pas une espèce de petit lobbying pour votre propre service à vous, pour aller voir tous les responsables de scol, tous les personnels de scolarité, pour dire si demain vous avez dans la file d'attente des étudiants qui passent, un étudiant qui veut savoir s'il peut venir faire, je sais pas, allez, je parle pour moi, de l'intelligence émotionnelle, il y a des ateliers, des modules qui existent, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout retenir, c'est pas possible. Donc là, l'idée, c'est de dire ça, c'est pour tout le monde. Étudiants, lycéens, professeurs, personnel administratif, extérieur, intérieur, on le diffuse.
Et je vous garantis que sur un salon, il faut trouver des établissements qui sont capables, ne serait-ce que d'avoir le 10e de ce que nous avons déjà dans nos établissements pour aider les étudiants. Oui, moi je vois très bien ce premier atout de valorisation de tout ce qu'on fait dans les universités, je trouve que c'est très important. Et du coup, votre entrée, c'est une entrée parce que organisationnelle au sens des organigrammes des établissements, parce qu'il y a aussi la dimension plus fonctionnelle de quels sont les services, au sens des services qu'on propose aux étudiants d'accompagnement, etc. Et vous avez l'air d'avoir choisi une structuration peut-être un peu hybride entre les deux. Bon, on a essayé d'avoir une structuration, effectivement, comme vous dites, hybride, pour présenter quelque chose qui reste quand même relativement clair pour les non-initiés. Comme chaque établissement, on l'a dit, a un peu sa manière d'organiser les choses, on a fait un état des lieux, des différents écosystèmes qu'on connaissait. On a essayé de regrouper, quand ce n'était pas nécessairement au même endroit, sous une thématique qui se rejoignait. Par exemple, si vous prenez ce qu'on appelle, allez hop, on va prendre service des sports, tiens. Y a nous, on a vu qu'il y avait des pratiques notées, des pratiques libres, de la compétition, des sorties, des ateliers bien-être, des événements. On va à peu près le retrouver partout, pas nécessairement présenté comme ça. Si vous prenez le service type la scolarité, voilà, tout en haut à gauche. Voilà, on y est. Dans la scolarité, on a vu des rubriques et des sous-rubriques, aménagement, donc emploi du temps, régime normal, régime spécial, qui permet de renvoyer à sportifs, artistes de haut niveau, etc. On peut mettre le tutorat ici, peut-être que dans des établissements on va adapter le tableau, c'est tout à fait libre bien sûr, les enseignants référents, regroupés ici plus simplement, les régimes d'examen, les règlements de scolarité, ce qu'on va appeler la césure, l'assiduité. Et en fait ça donne aussi aux gens qui s'en occupent, ou aux enseignants, et aux enseignants aussi, et aux étudiants, des mots-clés. Et ces mots-clés peuvent permettre après, par exemple, d'aller sur l'intranet, peuvent permettre d'aller sur Moodle, peuvent permettre d'aller dans son livret de l'étudiant pour dire, tiens, la césure, ah oui, ça a l'air d'être intéressant cette histoire. Moi, je suis étudiant, je viens d'arriver, on m'a parlé de lieu d'engagement. Hier soir, j'étais à une soirée sur les réserves. Tiens, est-ce que quand je suis réserviste, gendarmerie, armée ou armée de l'air, j'ai cru comprendre que ça pouvait me donner, dans certains établissements, une forme de bonification, dans d'autres, une absence au TD. Comment ça marche concrètement ? Là, du coup, c'est aussi une forme d'aide-mémoire qui permet de retrouver parmi le florilège de tout ce que l'on a et de disponible, les informations. Alors après, bien sûr, on l'adapte. Et puis surtout, moi, ce que je trouve extrêmement intéressant et stimulant, c'est que, en le regardant maintenant, je commence à avoir des nouvelles idées. Oui. Et une université qui... Et l'université de Corse, qui a 4000 étudiants, va trouver des choses aussi qu'elle fait ici. Une grosse université comme Lyon 1, qui en a 40 000, va trouver quelque chose. Nous, avec nos 22, 24 ou 29 000, c'est pareil. C'est pas une question de taille. C'est vraiment qu'on oublie qu'on a un écosystème, on est dedans. Tous les jours, on a l'impression que c'est normal parce qu'on est là et ça existe. Mais on oublie que pour un lycéen lambda, pour un collégien lambda, alors qu'il habite Montbrison, Vénissieux ou autre, il n'y en a aucun qui va s'imaginer qu'il sera plus encadré et plus aidé s'il le souhaite ici que ailleurs. Merci. D'autres questions sur ce projet ? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de vous présenter le reste des projets qui ont été produits. Donc là, vous avez vu 2 projets seulement sur 6 qui ont émergé. Donc, et vu l'heure, on va peut-être pas passer autant de temps sur chacun des projets qui restent, mais on va essayer quand même de vous donner une petite synthèse de ce qui a été fait. Hop. Donc, pour continuer sur cette thématique, sur ce sous-thème Bac-3, Bac+3, une autre équipe, donc il y avait 2 équipes sur ce sujet-là. Une autre équipe s'est attelée à formaliser un projet qu'ils ont intitulé « Accompagnement au changement d'échelle et de repères pour la réussite multidimensionnelle de l'étudiant ». Donc, un titre un peu complexe, mais qui recouvre des choses vraiment très très intéressantes. En fait, comment ils ont démarré, comment ils sont allés vers ce projet, c'est déjà, ils se sont demandé qu'est-ce qu'on met derrière réussite ? Faire réussir les étudiants, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une question hyper basique, mais dont on n'a pas tous les mêmes réponses en fait. Et surtout au vu des dispositifs pédagogiques qui sont mis en œuvre à l'université, on n'a pas tous la même réponse. Et au lieu de se baser, donc ils sont sortis de la réussite étudiante, c'est les bonnes notes aux examens.
Ils se sont dit, mais c'est aussi la manière dont l'étudiant est capable de créer un collectif ou de s'intégrer à un collectif. C'est aussi la manière dont il va s'intégrer à sa classe, enfin à son environnement d'études, à son cadre d'études, à son établissement et même à son territoire, voir si peut-être il peut avoir une mainmise, enfin en tout cas une manière d'agir sur son territoire. Donc ça, on est au-delà de l'apprentissage disciplinaire, des compétences disciplinaires, même si elles sont là, même si voilà, c'est fondamental. Ils se sont dit, on va aller sur le développement à la fois personnel et professionnel des étudiants. Donc développer à la fois le côté, c'est ce que je disais, disciplinaire, etc. Et donc, ils ont réfléchi à ça sous deux prismes, enfin deux angles, à la fois le côté individuel et à la fois le côté institutionnel. C'est-à-dire que ils se sont basés sur différentes études pour voir que les facteurs de réussite étaient à la fois liés à sa propre personne, mais aussi à l'institution, que ce n'était pas une seule responsabilité unique de l'individu. Et que du coup, quels étaient les facteurs qu'ils ont fait émerger? C'était à la fois, on peut réussir parce qu'on est autonome, parce qu'on arrive à gérer la liberté qu'on a quand on étudie à l'université, quand on a ce qu'ils ont appelé, donc je tire des mots de leur projet, la conscientisation des études, donc c'est-à-dire avoir vraiment donné du sens au parcours qu'on choisit, savoir ce qu'on fait, pourquoi on le choisit, etc. Et les facteurs de réussite qui sont relatifs à l'institution, ils ont fait émerger, par exemple, le sentiment d'appartenance à l'établissement, au groupe, l'encadrement par les enseignants, qui bien sûr, ça va sans dire en fait que l'encadrement par les enseignants est un facteur de réussite. Une clarification aussi des compétences et des parcours, donc c'est ce qu'on disait, c'est rendre lisibles les formations à l'université. Et c'est aussi, ça fait écho totalement au projet de l'équipe précédente, c'est-à-dire l'identification des espaces et des services proposés, c'est-à-dire savoir sur qui s'appuyer, vers qui se tourner pour vraiment continuer à vivre sa formation et faire que ça devienne une expérience et non pas une accumulation d'examens réussis. Et la véritable innovation dans ce projet-là, c'est qu'il propose de concevoir des modules d'accompagnement au développement sous ces différents angles, ces deux angles, par différents acteurs tels que les services d'orientation, les services pédagogiques, ça peut être les services de scolarité ou les services d'accompagnement à la pédagogie, l'ESP, des enseignants de l'ESP, la BU, donc les enseignants aussi qui concevraient des modules dédiés, des associations étudiantes aussi. Et ce qui est vraiment novateur, ce serait de les délivrer à la fois aux lycéens, donc, qui sont en passe de devenir étudiants, et aux étudiants, donc proposer des modules à la fois pour le secondaire et à la fois pour l'université. Et en parallèle, faire que du coup les acteurs qui vont animer ces modules soient formés de manière mutuelle, avec les mêmes ressources, et donc faire un vrai fil conducteur entre le lycée et l'université par les acteurs et par les dispositifs qui sont mutualisés entre le lycée et l'université. Voilà en gros le résumé de ce projet-là, qui était particulièrement intéressant. Et pour juste répondre à la question de comment on accède aux ressources qui ont émergé, qui sont issues de ces projets. C'est vrai que nous, on a tout capitalisé dans l'équipe, on les a tous en fait de manière, et on peut à la demande les diffuser. Après, peut-être qu'on va instancier, faire un espace de diffusion. C'est encore à voir, on pourra en discuter, mais donc, on les distribue à la demande et voilà, c'est le but de ce séminaire. Donc je vais laisser maintenant Juliette présenter je crois que c'est trois autres projets qui sont sur d'autres sous-thèmes. C'est ça, donc juste pour rebondir par rapport aux ressources, il y en a certaines qu'on peut diffuser telles quelles, il y en a qui sont plus des documents de travail, donc effectivement à voir avec les équipes qui ont travaillé dessus, mais l'idée c'est que ça ne reste pas enfermé dans un classeur jusqu'à l'année prochaine, quoi. Moi, je vais vous parler rapidement de trois autres projets qui ont été travaillés pendant ce séminaire. Je vais peut-être pas rentrer énormément dans les détails pour pas complètement monopoliser la parole. Le premier, c'était au sujet de la professionnalisation des parcours, donc il s'appelle Challenge Innovation.
Et l'idée, c'est de proposer un projet professionnalisant aux étudiants qui fasse intervenir à la fois l'université, à la fois les étudiants et, comme troisième pôle, les entreprises. Et c'est peut-être là qu'on axe l'aspect innovant, c'est qu'on essaie vraiment d'avoir une dynamique réciproque en fait entre ces pôles-là. Et il s'agira pas de formater des étudiants pour qu'ils correspondent aux besoins de l'entreprise uniquement, ni d'avoir des manques de correspondance entre les formations et les compétences qui sont développées et puis effectivement la réalité du monde du travail. Donc ils envisageaient ce projet comme un projet éventuellement d'un semestre au minimum, c'est-à-dire un projet dans lequel les étudiants vont quand même s'investir suffisamment pour être mis en situation authentique en travaillant via des partenariats entre les entreprises, l'université, pour s'investir sur des projets en lien avec leur cursus. Ça concerne des groupes d'étudiants. Si ça prend la forme, par exemple, d'une UE dédiée, ça pourrait tout à fait transversal et concerner des groupes d'étudiants qui n'ont pas forcément le même profil disciplinaire. Et l'idée, ce serait de pouvoir les mettre dans des situations authentiques dans l'entreprise et donc d'entretenir et développer aussi les partenariats qui auraient du sens entre l'université et l'entreprise pour pas retomber sur de l'opportunisme, par exemple. Ce projet, il est aussi intéressant dans la manière dont il a été conçu, puisqu'on avait un groupe qui a eu du mal à justement faire émerger quelque chose au début, qui n'arrivait pas forcément à concrétiser. Ils avaient identifié des problématiques, donc comment développer ces partenariats socio-économiques avec l'université. Et puis en fait, eux-mêmes, ils ont eu du mal, au début en tout cas, à concrétiser ça. Donc ça leur a demandé beaucoup de travail. Mais justement, ça reflète un petit peu la manière dont ils ont travaillé avec les attentes qu'ils ont dans ce type de projet. Je vais pas forcément rentrer plus dans le détail, simplement ce qui va être intéressant aussi à évoquer par exemple, c'est d'envisager une évaluation conjointe, c'est-à-dire aussi bien universitaire que professionnelle, et éventuellement introduire soit une forme de challenge, soit un prix, etc. pour valoriser aussi à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez une réflexion au sujet de la professionnalisation et de ce projet en particulier. Je vais aller rapidement sur le second. Du coup, il est intéressant aussi. Il s'agit d'un projet autour de l'engagement étudiant. Et ici, en fait, l'idée, c'était que le groupe qui a travaillé sur ce projet-là puisse proposer une séquence pédagogique qui permette de favoriser et de développer l'engagement des étudiants. Leur démarche, elle a été assez intéressante puisque ils ont utilisé les autres participants du séminaire comme cobayes, entre guillemets. Ils leur ont fait participer à cette activité en fait, qu'ils avaient montée, tout en gardant à l'esprit qu'elle peut être tout à fait déclinée après dans d'autres contextes. L'idée, c'était vraiment de voir sur quoi on peut jouer pour susciter l'intérêt des étudiants et leur motivation. Ils ont notamment introduit des travaux en autonomie des étudiants variés, c'est-à-dire par exemple faire de la recherche documentaire, faire des enquêtes de terrain, construire ou répondre à des quiz qui permettent d'abord de les mobiliser de cette manière-là. Il y a également un gros travail qui est fait autour de l'interaction et du travail collaboratif. Et puis finalement, ça recentre aussi sur l'idée de travailler autour d'un objectif d'apprentissage qui soit vraiment spécifique, identifié et qui permette de donner du sens aussi à ce que les étudiants font. Donc c'est un projet qui a été à la fois assez simple, mais en même temps très cohérent aussi, puisqu'ils sont allés voir aussi qu'est-ce qu'il y avait comme référence autour de la motivation, qu'est-ce qui avait déjà été fait autour de ça, par exemple. Et ce côté un petit peu simple, entre guillemets, c'est l'avantage de pouvoir ensuite le décliner, l'adapter assez facilement dans beaucoup de situations sans mobiliser une équipe sur un semestre, un an, par exemple. Ça peut être fait en quelques semaines, conçu, réalisé et évalué, par exemple.
pour finir rapidement, si vous n'avez pas de réflexion sur ce projet-là, je vous propose d'aborder le suivant. Je vais être très rapide, mais il a aussi un intérêt dans la manière dont il a été élaboré. Il s'agit de celui sur la licence universelle dans le cadre de la personnalisation des parcours. Au départ du séminaire, il y avait 2 groupes qui travaillaient sur la personnalisation des parcours. Le premier groupe avait travaillé sur un projet de Master 2 de finance sur la modularisation d'un Master 2. Et puis en fait, ils ont mis en commun un petit peu leurs idées, puisque les groupes se sont un petit peu reformés au fil des rencontres, et ils se sont rendus compte qu'ils approchaient un petit peu la même problématique, qui est celle de la modularisation, de la personnalisation au plus large. C'était un petit peu leur démarche dans cette rencontre, c'était de voir jusqu'où on pouvait aller en termes de modularisation. Et donc ça les a conduits à imaginer un projet de licence universelle qui ici va vraiment jusqu'au bout de l'affranchissement entre formation initiale et formation continue, où on a une licence qui est ouverte à tous et les blocs de compétences sont ensuite répartis, identifiés en fonction de diagnostics, de tests de prérequis, de valorisation aussi de toute l'expérience professionnelle, des validations d'acquis d'expérience, des certifications existantes, etc. Et à travers ils ont énormément axé l'accent sur axer leur travail sur l'accompagnement en fait autour de ce type de dispositif des participants, puisqu'on va avoir des profils beaucoup plus variés, donc des besoins aussi beaucoup plus variés, et ils ont proposé de développer un accompagnement qui soit très régulier et très, très renforcé. On a quelques exemples ici, donc l'idée c'est d'avoir un tronc commun avec 3 blocs de compétences fondamentaux qui soient complétés ensuite par des blocs de compétences plus disciplinaires qui correspondraient à la discipline, pour arriver à un type de profil un petit peu en discipline majeure, discipline mineure, puisqu'on a complètement modularisé, individualisé les enseignements. Est-ce qu'on regarde rapidement la carte ? Oui, on peut y aller. L'idée ici, en fait, ce projet, effectivement, c'est une démarche qui est en cours un petit peu partout, de travailler sur la modularisation. L'idée ici, ça a été vraiment d'aller explorer au maximum, un petit peu, entre guillemets, sans limite, pour ensuite pouvoir, dans la concrétisation, revenir sur prendre en compte aussi des contraintes plus pragmatiques, plus techniques qu'on peut rencontrer dans nos établissements, mais voilà, ça leur a permis ici aussi une forme de cartographie qui n'a pas vraiment la même fonctionnalité, mais d'aborder un petit peu tous les enjeux qu'on va pouvoir trouver ici, et donc de décoincer aussi des choses dans cette démarche-là. On va peut-être pas rentrer dans les détails maintenant, mais en tout cas, voilà, ça vous montre comment ils ont construit ce type de projet. Voilà. Est-ce que vous avez une remarque sur ce dernier projet ? Oui. Ça rentre un peu dans la démarche des nouveaux cursus de l'essence, là, par approche par compétence. C'est de l'année dernière. Oui, tout à fait. Oui, ça fait vraiment écho aux problématiques qui sont actuelles pour les enseignants, pour les étudiants aussi, et pour les personnels administratifs. Mais ce qui était intéressant aussi dans cette licence, c'est l'ouverture à tout type de profil, en fait. C'était pas ciblé sur des littéraires, des scientifiques, etc. C'était vraiment l'idée de dire on va ouvrir et on va modulariser, mais pousser la modularisation jusqu'au bout, c'est-à-dire à partir d'un diagnostic sur les stratégies d'apprentissage des étudiants. Enfin, après, je ne sais pas si c'est vraiment faisable ou pas, mais c'est de dire, bah voilà, si toi tu préfères tu es plus à l'aise avec de l'apprentissage par les MOOC, de l'apprentissage totalement autonome, mais on va te proposer un module qui sera conçu comme ça. Et si toi plutôt tu as besoin d'une guidance, eh bien on va te proposer des modalités très hybrides. Et voilà, donc ça c'est vraiment un idéal, mais je trouvais ça plutôt intéressant de voir la formation comme des petites briques qui construisent un parcours, en fait, qui construisent un parcours pour des étudiants qui ont différents profils. Voilà.
On va peut-être passer, donc du coup là, on va peut-être vous faire un retour, c'est ça, sur des participants qui ont parlé justement, qui ont évalué en fait le dispositif, les 3 journées. Je te laisse la parole. Alors, on va faire un focus très rapidement sur le questionnaire qu'on a fourni aux participants, hein, qu'on a demandé aux participants de remplir à l'issue du séminaire. Hein. Donc, bon, on va pas se cacher, c'était très positif dans l'ensemble. Hein. Le fait est que, effectivement, parmi les répondants hein, au questionnaire qu'on leur a soumis, toutes les catégories de personnes qui ont participé avec leur expérience, leur vécu et professionnel, hein, il nous manque les professionnels. Donc en fait, les résultats qu'on a eus concernent effectivement des publics universitaires, hein, qu'ils soient administratifs, enseignants ou étudiants. Donc, ouais. Alors, si on continue, voilà, effectivement, 100% des répondants sont satisfaits à très satisfaits. Donc en fait, bon, on aurait pu penser que il y aurait quelques réticences dans la manière d'organiser le séminaire et les objectifs, mais absolument pas. Les gens étaient vraiment très très satisfaits de la manière dont ça s'est organisé, dont ça s'est effectué. Alors, il y a des petits bémols sur 2 points que je vais évoquer maintenant, effectivement. C'est effectivement le côté, excuse-moi, j'ai fait une petite bêtise, je voulais retourner sur un petit bac, c'est sur, sur la durée et la fréquence, hein, donc 100% des répondants satisfaits sur la durée du séminaire sur 3 jours, donc 3 jours, ça a l'air d'être une durée satisfaisante, mais il y a une petite part qui trouvait le délai entre les 3 dates un peu trop éloigné. Donc certains auraient voulu quelque chose de plus ramassé au niveau des dates, soit avec une fréquence moins espacée, soit avec 3 journées ou peut-être moins à la suite. Donc par exemple une fin de semaine sur mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Donc ça c'est le premier bémol qui est ressorti du questionnaire qu'on a soumis. Hein. Alors si je passe à la diapo suivante, bon. Là aussi, l'organisation et l'animation, donc on aurait aussi pu penser que le design thinking, donc les méthodes qu'on a données, auraient pu rebuter ou provoquer certaines réticences de la part du public. Pas du tout, dans l'ensemble, et on a eu des retours très très positifs. Hein. Bon, la clochette, on la mettra plus, on mettra un buzzer. Voilà. Et enfin, voilà, le deuxième petit... Voilà, alors là, c'est pas un bémol, mais en fait, c'est un élargissement sur le questionnaire qu'on avait donné. Hein. Quelle thématique proposeriez-vous pour un futur séminaire ? On a eu quelques réponses, donc parmi lesquelles, effectivement, la digitalisation des parcours, donc la numérisation des parcours, c'est quelque chose sur lequel on peut essayer de réfléchir pour une prochaine édition du séminaire. Et effectivement, le bien-être des étudiants, des enseignants, des personnels administratifs au sein de l'université, ça aussi, ça peut être quelque chose qui est en lien avec ce que Fabien, par exemple, a proposé hein, sur la manière de s'intégrer au sein de l'établissement. Donc, voilà, donc c'était un petit focus, voilà, donc c'était vraiment pour les participants, hein, c'était vraiment une expérience qu'ils ont appréciée et pour la plupart qu'ils aimeraient renouveler dans le cadre d'autres éditions. Donc on va essayer de conclure assez rapidement. On va laisser la parole à Philippe Millot, Yves Condomine pour conclure un peu la restitution. Donc je ne sais pas si on prend le temps de présenter ce qui était prévu. C'était que M. Millot présente un peu ce qui s'était fait, ce qui s'était vraiment mis en œuvre à la suite du séminaire 2018. Comme vous voulez, on peut y passer dessus rapidement et puis ensuite voir un peu les perspectives. Voilà. Bonjour, donc très rapidement parce qu'on a eu beaucoup d'informations là jusque-là et je crois qu'il y a un pot juste derrière. Voilà. Bon. Donc soyons honnêtes. Simplement donc en quelques mots, donc il s'agit donc d'une réalisation qui fait suite au séminaire. Donc là j'insiste sur l'importance en fait de ces séminaires interuniversitaires, ces temps longs de réflexion où ça part un peu dans tous les sens, mais c'est nécessaire en fait parce qu'on a souvent quand on est sur des projets, on est souvent
comprimé par le temps, et donc c'est très intéressant d'avoir ces temps à l'échelle de plusieurs jours sur ces séminaires. Bon, Compa, donc c'est un projet qui fait partie de Cursus Plus, qui a été déposé donc par une équipe de professeurs de langue et qui finalement fait la synthèse des différents séminaires, à la fois sur la question de l'aménagement des espaces, mais aussi sur la question, alors peut-être que ce sera l'objet d'un futur séminaire, de l'approche par compétences. Donc là, en fait, très concrètement, ce qui s'est passé, c'est que le séminaire interru précédent sur l'aménagement des espaces avait fourni des conclusions qui allaient vers la modularité, la massification, la nécessité d'avoir des espaces accueillants mais aussi agréables pour les étudiants et surtout des espaces modulables. Donc on a créé à Lyon 3 une expérience pilote donc dans le cadre de cet appel à projet et qui a donné lieu donc aux salles qui sont actuellement utilisées. Donc nous avons actuellement 3 salles, une petite salle pour du travail en petits groupes et puis une plus grande salle qui peut être scindée en 2 parties, donc c'est-à-dire potentiellement accueillir 3 groupes en parallèle. Donc il faut savoir qu'en langue, les étudiants sont très nombreux, c'est l'ensemble des étudiants de l'université. Donc pour les professeurs de langue, c'était très important d'avoir ces espaces très très modulables, pouvant accueillir à la fois des grands nombres d'étudiants et également des plus petits. Comme vous pouvez le voir sur les photos, ce sera mon dernier commentaire, ce sont des salles de TD en fait un peu nouvelle génération qui peut-être pourraient préfigurer des futures salles de TD classiques, c'est-à-dire on a des espaces où les étudiants sont face à face pour favoriser le travail d'échange. Alors en langue, évidemment, c'est fondamental. On a également beaucoup d'espaces d'inscription sur les murs, on peut écrire un peu partout. Donc ça, c'est intéressant pour l'engagement dans le TD, sur des démarches projets, par exemple. Et puis, on a un espace, et on a les collègues qui ont travaillé sur ce projet ont beaucoup insisté là-dessus, un espace agréable pour l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant a un poste confortable où il peut poser ses affaires. Enfin, ça a été des problématiques professionnelles très concrètes qui ont été posées, qui sont souvent un peu le parent pauvre dans les réflexions sur les espaces. Et là, on les a assumés, on a fait un beau poste pour le prof. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au projet Compa. Peut-être que Yves pourra nous parler des perspectives et des différents enjeux. Alors ça, les enjeux, c'est pas le sujet le plus facile. Préciser aussi que là, les salles Compa qu'on vient de voir, ça s'inscrit dans toute une politique pluriannuelle qu'on a mis en œuvre à Lyon 3 de refonte et d'aménagement de nouvelles typologies de locaux. Et en fait, depuis 2014, on a réaménagé des espaces de type Learning Lab, de type espace coworking étudiant, de type salle de TD numérique collaborative. Ces salles-là, et c'est pas terminé, et c'est plusieurs dizaines de salles. Hein. On n'est pas seulement sur un proto de 2 ou 3 salles, on est vraiment sur un investissement dans la durée. Et aussi un investissement financier, mais j'y reviendrai d'ailleurs dans mon propos. Il faut voir que pour ces salles Compa, on a bénéficié, dans le cadre d'appel à projet, de financement conséquent. Donc c'est un petit peu ce sur quoi je vais centrer mon intervention, c'est de saisir aussi les opportunités qui nous permettent d'obtenir les moyens de réaliser des projets. Alors donc, moi je vais me présenter d'abord. Donc je suis Yves Condemine, je suis vice-président numérique à l'université Jean Moulin Lyon 3. Alors à 70% de mon temps, les 30 autres % de ma personne, j'ai une fonction de conseiller auprès de la MIPNES, donc de la mission pour la pédagogie et le numérique de l'enseignement supérieur, donc qui est une mission qui dépend de la DGCIPR. Voilà, donc un de mes collègues m'a dit tu es passé à 30% du côté obscur. Mais bon, il y a un des précédents intervenants qui a dit qu'il fallait aimer son établissement, qu'il fallait aimer ses étudiants, il faut aussi un peu aimer son ministère. Alors, l'un des objectifs qu'on avait énoncé pour ces séminaires, puisque là on est au 2e séminaire, c'était aussi de pouvoir disposer de matières pour pouvoir être en capacité de répondre assez rapidement aux appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt qui succèdent avec une fréquence assez importante. Les restitutions qui ont précédé ont clairement montré que cette matière existe et que l'objectif a été de ce point de vue-là atteint avec des réflexions et des contenus particulièrement riches.
La politique d'appel à projets nationaux, elle peut être discutée finalement dans la forme de concurrence qu'elle implique entre les établissements, et effectivement on peut se dire qu'il serait peut-être mieux, plutôt que de créer cette concurrence où il y a des lauréats qui sont gagnants et il y a d'autres établissements et finalement qui ne bénéficient pas de cette manne et qu'il aurait peut-être mieux fallu répartir sur tout le monde. Mais en tout état de cause, on est bien aujourd'hui dans ce système d'appel à projets nationaux, et si effectivement ça induit une concurrence entre établissements, on peut aussi dire que ça permet, ça a été quand même un levier fort pour lancer dans un certain nombre de sites des projets réellement ambitieux, grâce notamment aux ressources financières qui ont pu être ainsi obtenues. Cette compétition entre établissements pour être lauréat, elle se traduit quand même aussi par des coopérations significatives à l'échelle des sites, puisque très souvent les réponses attendues sont attendues à l'échelle d'un site et pas d'un établissement seulement. Et j'en prendrai pour exemple ce qu'on vient d'évoquer, c'est le projet Cursus Plus qui a été porté par le site Lyon-Saint-Étienne dans le cadre de l'appel à projet Nouveau Cursus Universitaire, la deuxième mouture, NCU2. Et il faut quand même voir que ce projet a été doté, Cursus Plus, de 14,5 millions d'euros, donc une dotation décennale. Donc c'est tout de même extrêmement important. Pour revenir sur le projet Compa que l'on vient de voir, nous avons obtenu pour ce projet, dans le cadre de ce financement NCU, 600 000 euros environ. Et comme, je crois que c'est transmis en direct, il faut que je fasse attention à ce que je dise, il ne faut pas hésiter aussi à aller chercher des ressources dans diverses solutions de ressources, diverses opportunités. Donc on a aussi obtenu des financements pour ce projet via les dispositifs Comsub de la région. Voilà, donc j'oserais dire trivialement, il ne faut pas hésiter à aller manger à plusieurs râteliers. Voilà, donc on retrouve bien dans ce projet Compa qu'a évoqué Philippe un certain nombre d'éléments. Dans la substance de ce projet, on retrouve un certain nombre d'éléments qui font écho au sujet, thème problématique que vous avez traité dans ces séminaires. Je pourrais citer par exemple la remédiation, avec la mise en place dans le cadre de ce projet d'un module de remédiation. Je pourrais citer la certification, avec la mise en place d'un dispositif de certification en anglais de spécialité. Je pourrais également citer l'aspect aménagement d'espaces innovants favorisant de nouvelles pratiques pédagogiques. Et je pense qu'il nous appartient de nous mobiliser pour que toute cette matière que nous produisons, que vous produisez dans le cadre de ces séminaires, puisse être utilisée dans le cadre de nouveaux appels à projets. Je vais en citer quelques-uns pour qu'on se mette bien dans les starting blocks. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a en ce moment même l'appel à projet Cursus Plus 2020 qui est lancé par l'Université de Lyon, par la Commu, qui s'inscrit lui-même dans Cursus Plus, mais c'est pour faire émerger de nouveaux projets qui n'étaient pas initialement prévus. Donc Cursus Plus 2020 qui porte sur 3 piliers: personnaliser les parcours, décloisonner les filières, professionnaliser la licence, où là encore ça fait bien écho à vos travaux. Alors les réponses sont attendues pour le 7 novembre. Donc le délai là pour Cursus Plus 2020 est très court. Je pourrais aussi citer un appel à projet qui vient d'être clôturé, qui est Parcours flexible en licence, dont les réponses étaient attendues pour le 15 octobre, donc avant-hier, et qui est un appel à projet qui est doté de 12 millions d'euros de financement. Je pourrais également citer un deuxième appel à projet qui est sur la thématique de l'orientation, donc pour la conception d'outils numériques destinés à l'accompagnement des étudiants dans le cadre de leurs études et de l'orientation, dont la réponse est attendue, j'ai plus la date exacte, je crois que c'est pour début décembre, qui est lui-même doté de 10 millions d'euros. Donc on voit bien qu'on est quand même sur des enjeux de financement extrêmement importants. Alors en termes un petit peu peut-être de perspective, je vais peut-être faire un petit zoom sur le terrain du numérique, comme je suis vice-président numérique. Alors dans le cadre donc de ma mission de conseiller auprès de la MIPNES et dans tous les échanges que j'ai pu avoir dans ce contexte, je peux vous confirmer qu'il y a
il y a un intérêt très fort, et quand on dit un intérêt, ça veut dire que ça fera partie des axes de développement que l'on retrouvera de façon transverse à peu près systématiquement dans les appels à projets. Il y a un intérêt très fort pour tout ce qui est ce que j'appellerais un petit peu globalement la pédagogie numérique ou le déploiement de nouveaux usages et de nouvelles pratiques adossées à des outils numériques. Alors, bien sûr, l'enjeu de la transformation pédagogique, fût-elle numérique, réside effectivement dans les usages bien plus que dans les outils, mais les technologies sont en elles-mêmes forcément inspiratrices parce que tant qu'une technologie n'existe pas, on ne peut pas mesurer son potentiel, et c'est bien parce qu'il y a aussi de nouvelles technologies que ça peut nous donner les idées de nouveaux usages. Voilà, donc on pourrait un petit peu imaginer, et ça rejoint l'aspect digitalisation qui a été précédemment évoqué dans le bilan du séminaire. On pourrait effectivement imaginer un nouveau séminaire qui soit un petit peu centré sur cet aspect environnement numérique d'apprentissage, l'environnement numérique d'apprentissage qui est une terminologie chère à nos collègues canadiens, qui est à prendre au sens large, c'est-à-dire environnement numérique d'apprentissage, je dirais, de l'orientation à l'insertion professionnelle. Je pourrais citer quelques exemples qui peuvent paraître un petit peu triviaux. Je pourrais citer des outils de type ou des usages de type e-portfolio pour capitaliser les compétences acquises. Je pourrais citer les pratiques ou les aspects badgification. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de mise en place de badges pour, par exemple, reconnaître des engagements non académiques. Je citerai bien sûr les learning analytics. Je crois que la gouvernance de la donnée, de tout ce capital immatériel de données qu'on a dans nos établissements est un enjeu majeur. Je pourrais aussi citer le recours à des technologies d'intelligence artificielle pour l'orientation, etc. Le champ est extrêmement vaste. Alors pourquoi je vous ai pris ces quelques exemples précis ? Tout simplement parce que ce sont des exemples sur lesquels on travaille dans mon établissement. Voilà, donc ce n'est pas des approches virtuelles, un petit peu science-fictionnesques. On a déployé, mis en production le e-portfolio. On a mis en place des outils de collecte des learning analytics, même si on n'est pas encore très avancé dans leur analyse. On travaille sur des projets effectivement liés à l'intelligence artificielle. Donc c'est une réalité et je pense que nous avons tout à gagner à bien sûr échanger entre enseignants, entre spécialistes de nos établissements sur ces sujets. Voilà. Je pense qu'aussi, à un moment, il peut être intéressant d'associer à nos réflexions dans le cadre des séminaires ou dans le cadre d'un futur séminaire, d'associer des partenaires extérieurs. Je pense notamment à tout l'écosystème EdTech, toutes les startups EdTech locales au niveau de notre site. Je pense qu'il peut être intéressant de voir un petit peu leurs solutions et je dirais de nous nourrir un petit peu aussi de leur enthousiasme. Je trouve toujours assez rafraîchissant de rencontrer les porteurs de ces startups. Voilà, j'en dirai pas plus, je pense que j'ai déjà été trop long. En tout cas, ces séminaires interétablissements sont un creuset de réflexion, un espace de partage, d'échange, un incubateur d'idées. En un seul mot, c'est un vrai succès et je crois que ce succès garantit la continuité et la pérennité de ces actions. J'allais dire qui me semblent indispensables et qui sont indispensables. Je pense qu'on peut se diriger tout doucement vers les petites milliardistes qui vous attendent dans la salle. Juste on se demandait, là donc c'est la 2e édition du séminaire, on se demandait tous dans l'équipe, est-ce que ça va être pérennisé, est-ce que ça va être renouvelé en tout cas l'année prochaine. Ça j'ai répondu plus ou moins. C'est que c'est indispensable, mais voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir assisté à ça. On a un peu perdu un peu de temps, mais c'est pas grave. On peut quand même prendre le temps de se rassasier et d'aller boire un petit coup à côté. Et merci encore d'être venu. Merci à l'équipe aussi audiovisuelle d'avoir pris le temps d'être là cet après-midi.
D'accord.